Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Et je rappelle que je suis moi-même en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013. Alors aujourd'hui, c'est un témoignage un peu spécial parce que c'est une sorte de témoignage de suivi, puisque nous allons à la rencontre de Bérénice, dans le nord de la France, qui nous avait déjà offert un témoignage écrit sur notre site en 2018. Donc bonjour Bérénice. Bonjour Eric. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce témoignage de ta longue expérience du régime cétogène, parce que ça date pas d'hier. Donc, je te remercie vraiment. C'est sincèrement avec Nelly qu'on te suit depuis longtemps et on sait que tu es une fidèle de notre travail. Donc, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité, ça me fait très plaisir de vous revoir et de continuer de parler du régime cétogène, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et Et, puis comment t'en es arrivé au régime cétogène? alors, je m'appelle Bérénice, j'ai 49 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants, grands enfants maintenant. Je suis arrivée au régime cétogène par hasard, vraiment par hasard. J'ai toujours été un petit peu en surpoids, un petit peu, voilà. Donc j'ai un long passé de régime dont je vais parler après, mais le hasard sur Facebook m'a fait comment dire, rencontrer le régime cétogène. J'ai vu une publication d'une dame euh, dont la fille de 14-15 ans avait une leucémie et elle écrivait les migraines reviennent, on repasse au régime cétogène. Et je me suis dit, tiens, ça c'était les migraines, c'est une pathologie dont je souffrais plus maintenant. Mais donc, je me suis dit, tiens, je me suis renseignée. Donc, c'était fin 2016. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quelques pages Facebook. Je n'étais pas tombée sur la vôtre, quelque chose comme ça. J'ai commandé, je crois, un livre que je n'ai plus parce que je n'avais vraiment pas, c'était pas terrible. J'ai essayé 2 fois. J'ai essayé en janvier, en février. Bon, en fait, j'ai compris que la grippe cétogène, bon, mal passé, pas du tout bien. Et après, j'ai découvert votre page et au mois de juin, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic d'une photo. C'est-à-dire que je suis allée à un anniversaire, je m'étais acheté une robe et le lendemain, on m'envoie les photos et j'ai dit, c'est moi. C'était pas du tout. C'est terrible en fait quand on pense avoir l'air bien et on se dit oh là là. Et vraiment, j'ai eu très mal. Et là, je me suis mis au régime cétogène. J'ai découvert donc votre page. Je me suis mis en route et ça a été très facile. Ça a été très facile. Il y a eu ce petit, comment dire, ce petit passage, pas de la grippe cétogène, parce que là, je m'étais bien préparée, contrairement aux 2 autres fois où je mangeais pas gras, je mangeais pas de sel, je l'avais très mal. C'est pour ça que j'avais abandonné. Et quand je m'y suis mise la 3e fois, je me suis bien préparée. J'étais seule en vacances avec mes enfants, mon mari n'était pas là, j'avais pas de sollicitation, pas d'extérieur. Ça a été plutôt simple. J'ai eu quand même beaucoup de mal avec le sucre au début parce que je me suis vraiment sentie comme une droguée, Mhm. comme une junkie pendant, on va dire, un mois à peu près. Un mois où vraiment je me suis dit, oh, ça manque. Mais Je rappelle juste, je vais faire juste une petite parenthèse pour cette grippe bien sûr. cétogène, parce que souvent les gens ils s'imaginent un tas de choses. Alors ça n'a rien à voir avec la grippe, mais c'est vrai que les symptômes peuvent ressembler. Tête lourde, hypotension, on peut avoir des vertiges, des fois une tête vraiment un peu comme congestionnée, mal à la tête, etc. C'est directement lié en premier par un apport insuffisant en sodium. Quand on a une alimentation riche en glucides, comme 99% des Occidentaux, on retient le sodium. Et quand on passe sur un régime cétogène, on le perd. On perd la rétention d'eau. Donc, les gens perdent facilement en une semaine 2 kilos, c'est quasiment que de l'eau. Mais on perd aussi des minéraux, on perd en sodium. D'où mais l'extrême importance, et personne ne peut passer à travers. Il Non. faut rajouter du sel dans son alimentation. Si vous mangez trop de sel, vous allez l'uriner, ce n'est pas un problème. Par contre, si vous n'en mangez pas assez, le corps a un besoin indispensable de ce sodium, va le retenir. Il y a une fonction de recyclage. On recycle 800 grammes de sodium par jour dans nos reins. C'est tout le temps le même sodium qui repasse. Donc, c'est en gros un carrefour. C'est où tu sors, tu vas faire pipi du sodium, ou tu es recyclé. Et en fait, cette action-là, je ne rentre pas dans les détails des hormones qui régulent tout ça, c'est trop compliqué. Elle coûte du potassium. Ça veut dire que pour retenir notre sodium, on perd du potassium. Donc, si vous amenez suffisamment de sodium, ça ne pose pas de problème. Le potassium est retenu. Donc, c'est d'abord cette grippe cétogène, kétoflux en Voilà. anglais, c'est d'abord un problème de sodium. Amenez au moins 12 grammes de sel de table dans votre nourriture, tout compris, ce qu'il y a dans la charcuterie, les fromages et ce que vous rajoutez, et il n'y a pas de problème. Et puis, C'est bien ça. sûr, ne pas s'affamer, parce que souvent, les gens qui ont lutté contre le poids ont cette tendance à faire attention au gras. Donc, pas assez de gras dans la phase de cette adaptation, c'est le signal de il n'y a pas assez de nourriture pour le corps.
Donc, en phase de céto-adaptation, 2 semaines, suffisamment de gras dans l'assiette et du sodium en plus, et il n'y a pas de grippe cétogène. Voilà. Non, non, là, ça a été impeccable. Et donc, donc là, c'était parti. Là, c'était parti. Je suis restée 3 semaines en vacances avec mes enfants. Quand mon mari est revenu, j'avais perdu 7-8 kilos. À la fin de l'été, j'en avais perdu 12. Et à la fin de l'année, j'en avais perdu 18. Et maintenant, je dois être à 25, je pense, parce que j'ai continué de maigrir. J'ai jamais compté. Ça, c'est quelque chose que je tiens à dire. J'ai pas de pathologie particulière, j'ai pas de cancer, j'avais pas de choses à inverser. Mais du coup, je me suis dit, à 20, on va voir ce que ça donne. Je me suis laissé le temps. J'ai beaucoup cuisiné. Au début, c'était vraiment je cuisine toujours, mais je veux dire, au début, ça m'a permis de me cadrer. J'avais des recettes et j'avais toujours une béquille. Au début, c'était tes crêpes. Il y avait sur le site, c'était des crêpes, il y avait un peu de gluten. Et je les adorais. On les a virées. On avait 2 recettes comme ça qui étaient en gluten, parce que moi, je les avais développées au gluten pour moi. Et après, par simplicité, on a dit on passe tout en sans gluten, comme ça, c'était simple. Voilà, mais c'était celle que je faisais au début, et j'avais toujours une béquille en fait qui m'a aidée au départ pour l'absence de sucre, qui a été vraiment oui, un mois, mais je me sentais, Nelly en parlait, je crois, dans l'Aceto Academy au départ de cette chose de se sentir comme une droguée, et c'était vraiment quelque chose que je ressentais. Par contre, une fois que c'est passé, ça a été terminé, alors que j'étais accro au sucre depuis toujours. Je ne pouvais manger que du sucre. Le reste m'intéressait peu. J'aimais bien le gras aussi, mais beaucoup le sucre. Je pouvais manger un ballotin de chocolat en 2 jours. Je ne mangeais que du sucre. Je buvais du coca, beaucoup. Alors, je prenais du zéro pour la bonne conscience, mais j'en buvais 1,5 litre par jour. Depuis 20 ans, je pense. Et j'ai arrêté direct. C'est un gros problème, parce que ça, les gens ne comprennent pas. On leur a mis dans la tête que 0 calories, donc c'était bon. C'est vrai. En fait, 0 calories, ça veut dire qu'un soda 0 calories, c'est comme de l'eau, puisqu'il n'y a pas d'énergie dedans. Sauf que ce qu'on n'a pas dit aux gens, ce qu'il faut creuser au niveau scientifique, c'est que tous les édulcorants, alors il y en a qui sont des vraies saloperies, on ne va même pas rentrer là-dedans, mais les édulcorants, en fait, vont formater notre microbiote intestinal pour que nous soyons capables d'aller extraire plus de calories. Dit autrement, je vais essayer de donner des images simples. Tu amènes un aliment sans calories, typiquement un soda zéro, en fait, tu leurres tout ton système. Tu leurres tes hormones, tu leurres tes capteurs, tu leurres ton microbiote. Il était prêt à recevoir des calories, de l'énergie, mais il n'y en a pas. Du coup, il se recombine, il se recompose pour être capable d'extraire plus de calories du reste. Ce qui veut dire que tu prends un soda 0 calories, tu amènes 1500 calories en nourriture derrière. On sait très bien que le microbiote intestinal, notre système intestinal, va être incapable d'extraire 1500 kilocalories. Il y a forcément une perte. Eh bien, grâce à cet apport de soda zéro, il va être capable d'extraire plus de calories de cette nourriture de 1500. Ce qui fait que des gens arrivent à prendre du poids avec la même quantité d'énergie amenée dans leur intestin à cause de cette recomposition du microbiote, à cause de ce soda zéro. C'est un vrai piège. Ah oui, oui, moi j'étais accro. J'étais accro, le goût du coca, c'était quelque chose de, voilà, j'en buvais tout le temps. Et en passant vraiment en régime cétogène, j'ai arrêté définitivement, d'un coup. Et ça a été très très bien. J'ai goûté une fois j'ai pris une gorgée, j'ai fait ouh, c'est terminé. Et donc voilà, donc ça s'était très bien passé. Pourtant, je sortais d'un passé de régime à répétition, comme beaucoup de femmes, je pense. Toujours un peu en surpoids, jamais en obésité, mais voilà, 3 grossesses, toujours du surpoids, beaucoup de régimes. Alors j'ai tout essayé, hein, du camp. C'est pas bon parce qu'on fait tout à la flotte. Enfin, tout est. J'ai les protéinés milkshake, voilà. La célèbre marque avec 2 W, hein, les réunions. Donc ça a été. J'ai même travaillé pour eux parce que j'ai réussi. Voilà, on veut perdre du poids, on y arrive, mais on compte tout. Voilà, je mangeais une cracotte avec une portion de fromage allégé, je cuisais mon steak sans rien, je mangeais de la crème à 3%, c'est pas de la crème. Donc forcément, à court terme, ça marche. J'ai envie de dire, comme tous les régimes peuvent marcher à court terme, on est dans la restriction calorique, le corps perd. Mais moi, je pense que mon corps, il était épuisé de ça.
J'avais réessayé parce que j'avais repris le poids forcément quand on arrête et mais je perdais plus. Je perdais 300 grammes, je perdais 400 grammes. J'étais vraiment, je me disais, il n'y a plus rien qui va marcher, c'est tout, je suis comme ça. Je faisais beaucoup de sport, je faisais 6 heures de sport par semaine dans la difficulté. Parce que, pas tellement le poids, parce que j'étais j'étais jamais été en obésité, donc je pouvais, mais j'avais des migraines qui se déclenchaient beaucoup avec le sport, qui se déclenchaient avec n'importe quoi. J'avais 2 à 3 crises par mois de vraies migraines. Alors je pense que les gens qui ont des migraines comprennent, hein, voilà, la face complètement paralysée. J'étais dans le noir pendant au moins 24 heures, je supportais aucun bruit. Et tu C'était avais reçu des absolument médicaments pour ça? On t'avait traité non, pour ça? non, Non. parce que j'ai un traitement pour l'asthme. J'ai Mhm. un asthme qui s'est déclenché à ma deuxième grossesse, donc je suis devenue asthmatique à 28 ans. Mhm. Et les deux traitements de fond ne sont pas compatibles. Donc en fait, mon médecin me disait, ben, il n'y a pas de solution, à part les antidouleurs. Donc ben, je prenais paracétamol, ibuprofène, toutes les 2 heures. Rien n'était efficace. De toute façon, quand je sentais arriver, ça battait un tout petit peu là, je savais que ça allait gagner tout le reste. Et c'était terrible. C'était 2 à 3 crises La par mois. migraine, il y a pas vraiment de traitement. C'est-à-dire, concrètement, les gens qui sont des vrais gros migraineux, je parle pas juste du petit mal de tête de temps en Non. temps. La vraie migraine, celle qui te met dans le noir, dans ton lit, etc. Tu te lèves plus, t'empêches de travailler, de faire quoi que ce soit. Tu as une chercheuse allemande qui a voué sa vie à ça, c'est-à-dire elle a fait des études de biologie et de recherche clinique pour les migraines, parce que c'était pour elle. Et c'est le régime cétogène, en fait, qui a inversé ses migraines. Elle était à 8-10 jours de migraines par mois. Elle a quand même réussi ses études dans ces conditions-là, mais c'est le régime cétogène qui a inversé. Et aujourd'hui, elle ne fait qu'une chose, c'est de la recherche sur le régime cétogène et la migraine. Donc, c'est scientifiquement documenté. On sait que les glucides ont un rôle majeur dans les migraines. Donc, Ah, quand on les ça, retire, ah voilà. ben, moi, ça a été magique. Ça a été magique. Plus de migraines. J'ai de temps en temps des maux de tête que je ne traite même pas avec du paracétamol ou de l'ibuprofène parce que ça part. Il me faut un peu de patience. Généralement, je prends un peu de sel. Parfois, je me dis, ah, un petit peu de sel. Et ça finit par partir. Voilà, j'ai plus du tout cette maladie, cette chose invalidante, parce que vraiment, ça l'était. Je pense que les vrais migraineux, c'est l'aura. Ne serait-ce que ça, c'est du jour, enfin, c'est un contraste énorme dans une vie, quoi. Quand tu te c'est passes de énorme. ça, c'est juste énorme. On parle même pas Ah, du ouais. poids ou quoi que ce soit. C'est Donc moi, en fait, les deux ont été combinés. Les deux ont été combinés impeccablement. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire à part ça? Enfin, à part Et ça. ton asthme, du coup, c'en est où Alors, mon avec asthme va mieux. Maintenant, mmh je crois que j'ai identifié mon asthme. Je pense que je suis allergique à mes chats, mais j'ai toujours mes chats. Donc, bon, je ne prendrai plus de chats, mais pour le moment, j'en ai encore quelques-uns. Mais c'est le seul facteur. Quand je ne suis pas à la maison, j'ai pas d'asthme. Donc, je me dis, bon, certainement, c'est. Mais mon asthme va mieux aussi. Mon asthme va mieux, je prends moins de médicaments qu'avant. Il y a des périodes, mais comme je ne suis plus malade, j'ai plus de bronchite. Donc, plus de bronchite asthmatiforme, ça aide énormément aussi à vivre au quotidien. Je respire beaucoup mieux. En fait, toute la santé s'est améliorée d'un coup. C'était, alors que je ne croyais plus en rien, surtout pour le poids. Pour moi, c'était comme ça. J'ai toujours été un peu ronde, enfin ronde. Enfin jeune, je faisais 65 kilos, c'était pas rond pour 1,75 m, mais voilà. Moi, j'ai une sœur qui m'a emmenée jeune chez un médecin. Elle m'a dit, oh, tu lui dis ça, tu lui dis ça, t'auras. Et il m'a mis sous isoméride. Je faisais 70 kilos pour 1,75 m. Donc, j'étais même pas médicalement en surpoids. Et sans broncher, on m'a mis sous isoméride. Après, j'ai vu le scandale. Je ne l'ai pas appris longtemps, mais voilà. Donc après, je pense que ça a été une spirale où en fait, ben, on passe son temps à maigrir, grossir, et on finit par complètement détruire, comment dire, pas détruire son organisme, mais Ton voilà, métabolisme de base est vraiment, voilà, directement, affaibli. impacté, c'est clair. Moi, je vais juste le rappeler, hein, tous les régimes amaigrissants, il faut maigrir, hein. Il y a Ah, pas c'est de sûr. problème avec ça. Le régime cétogène, c'est pas un régime cétogène Inc. ou un régime cétogène copyrighted ou non. Le régime cétogène, c'est juste une approche nutritionnelle de base. Tous les humains sont faits pour être en régime cétogène. C'est de ne pas être en régime cétogène qui est problématique. Et aujourd'hui, en Occident, on mange beaucoup de glucides, donc on tourne au sucre, pour faire simple. Et quand vous cherchez à perdre du poids, vous voulez que votre corps il brûle du gras. Donc il y a un problème, parce qu'en fait, on amène du sucre et on veut que le corps brûle du gras. C'est pas possible, c'est l'un ou c'est l'autre. Voilà le problème.
Et donc, quand on fait un régime ananas, par exemple, tu manges 600 kilocalories d'ananas 2 fois par jour. Non, mais imaginons, tu es 100% au sucre, pas de problème, il n'y a pas de lipides, il n'y a pas de protéines. Tu vas être en hypocalorie, tu vas perdre du poids. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réduire ton métabolisme de base, donc ton dépense énergétique de ton corps au repos. Donc, tu vas perdre du poids tant que ta dépense énergétique est supérieure à ce que tu mets dans l'assiette. Sauf que le métabolisme de base, si on va jusqu'au bout, on peut le réduire jusqu'à 650 calories par jour. Ça veut dire qu'à 650 calories par jour, tu perds plus de poids. Et là, Et tu à es cette totalement heure, affamé, tu craques, tu remanges au moins 1000, 1200 kilocalories, qui est déjà normalement un apport de régime à ce niveau-là. Et là, tu prends du poids. Et au final, comme tu es toujours affamé, tu vas remonter à 1800, 1200 et tu reprends plus de poids que tu as perdu. Et les gens, ils enchaînent ça 10, 15, 20 fois dans leur vie. Puis à la fin, ils sont désespérés. Chirurgie bariatrique, une pilule miracle, et puis c'est une catastrophe. ah bah oui, mais j'étais vraiment dans ce je pensais qu'il y a plus rien ne marcherait. En fait, j'étais vraiment, voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup de régimes et il y a plus rien qui marchait. Je me suis dit: «Allez, on va essayer» et c'est surtout après le confort aussi avec la migraine qui m'a fait continuer. Mais dès le départ, j'étais bien. J'étais une fois passé ce cap, en fait, de la dépendance au sucre, hein, je pense qu'il y a à peu près, c'est pas un mois et demi pour que les papilles Ça se dépend vraiment. Il y a des gens, bon, ils sont pas trop dépendants au sucre, bah, il se passe rien en fait. Ils ont leur céto-adaptation, ils passent en keto, il se passe rien. Et il y a des gens qui sont vraiment très, très, très dépendants au sucre parce que c'est gâteau, chocolat, tout ce que tu veux, des bonbons très, très sucrés. Ça peut prendre des mois. Moi, j'ai vu des gens qui ont mis 6 mois à s'en sortir de ça. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de ce que tout, Nelly, tu sais, a développé en tout, premier livre, 150 recettes, deuxième livre, 130 recettes, plus 100 sur le site. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin, là, voilà, ah bah oui. fidèle lectrice, Ah, les tu peux. gens, les gens ont besoin d'avoir un pour un. Je mange une tarte au citron 3 fois par semaine, je veux une tarte au citron cétogène 3 fois par semaine. Ils ont besoin de ça. Parce que les édulcorants que nous, on recommande, qui est un mélange de stevia et d'érythrétol, on l'a déjà expliqué partout dans nos livres, etc., ça va faire passer l'accoutumance au sucre. C'est-à-dire que tu vas avoir ce goût sucré, mais le microbiote, il n'a pas le même signal, lui. Et donc, ça laisse le temps nécessaire pour que psychologiquement, les gens puissent avoir ce goût sucré en bouche, mais tous les changements se font dans le corps. En particulier, la recomposition du microbiote est super importante parce que quand on a un microbiote intestinal qui est orienté sucre, quand il n'a pas de sucre, ben, il envoie un message au cerveau, il me faut du sucre. Coûte que coûte, il me faut du sucre en urgence. Et le temps que cette recomposition du microbiote se fasse, donc que cette famille qui s'occupe des sucres diminue, eh ben, ça peut prendre du temps. Chez certaines personnes, ça prend des mois. Et c'est pour ça qu'utiliser des aliments doudous ou des aliments C'est ça. qui vont être des pâtisseries cétogènes, etc., pour ces gens-là, c'est utile, au moins de façon transitoire, pour se passer du goût sucré. Et ces gens-là, des fois, ils étaient vraiment accros au sucre, accros au pain, des choses comme ça. Et puis, 3-4 ans après, en régime cétogène, mais ils n'en ont plus jamais envie, ils n'en mangent plus. Mais cette phase de quelques mois de transition a été super importante. Ah oui, moi ça a été une béquille, vraiment, hein. Moi c'était tes crêpes que je faisais, pratiquement quotidiennement. Elles avaient un bon goût de rhum. C'était super et J'ai fait vraiment d'autres ça recettes depuis qui ont toujours un bon goût de rhum. mais c'était super. C'est vraiment ce qui m'a aidée et c'est ce que je dis aux gens quand par exemple des copines, ça, veulent passer en cétogène. Je dis: «C'est important d'identifier ce qui peut te faire plaisir parce que tu peux le continuer». Moi souvent, quand je parle avec des gens, ils me disent: «Ah mais tu as pas le droit à ci, tu as pas le droit à ça». Oui, mais j'ai le droit à plein de choses et on va dire que 90 de l'alimentation d'avant est adaptable et facilement. Mmh. Après, il y a des choses, faut pas se leurrer. La baguette croustillante qui sort du boulanger, on l'a plus. Mais j'ai tellement de choses. Moi qui me suis affamée avec des cracottes et des margarines allégées, maintenant je mange du beurre, je mange des bonnes choses. Mais il faut trouver ce qui fait plaisir et ce qui va faire tenir dans le temps. Après, c'est pas un souci parce que Je le c'est dis très très toujours. simple. Le régime cétogène, c'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Je reçois tous les jours des mails, tous les jours, sans exception, avec des gens qui me posent des questions et je vois immédiatement qu'ils sont rentrés en religion. Et immédiatement, je leur dis stop, stop, on arrête. Vous mangez, moi j'ai mangé 2 baguettes au levain par jour. Je sais ce que c'est qu'être dépendant au pain. C'est-à-dire que moi, la base de ma nutrition, c'était le pain. Tout le reste, c'était accessoire. Si j'avais du pain et de l'eau, j'avais ma nourriture. Donc, je le sais, je l'ai vécu. Donc, à un moment donné, quand je vois des gens qui me disent: «Ah, franchement, moi, le pain, non, non», ben, on va essayer d'y aller de façon tranquille. Je leur conseille de prendre, par exemple, une petite boule de pain de 250 grammes. Vous la faites trancher chez le boulanger.
un pain, un pain un peu complet, un pain à l'épeautre, un pain au sarrasin ou un pain tranché, vous le mettez dans un sac plastique, vous faites votre semaine avec ça. Votre semaine. Et là, vous vous dites, pendant 2-3 semaines de transition, je vais essayer de me désaccoutumer, ne serait-ce que, sans parler des glucides, sans parler du sucre, ne serait-ce que ce besoin de pain. Je mange un morceau de fromage, j'ai besoin d'une tranche de pain. Et pendant 2-3 semaines, vous allez utiliser cette petite boule de 250 grammes répartie sur 7 jours et dire, voilà, ça, c'est ma phase de transition. Je vais me désaccoutumer du pain. C'est comme quelqu'un qui boirait 8 litres de vin rouge par jour. Tu lui dis, bah, écoutez, vous allez garder un verre de vin rouge par repas pendant 2-3 semaines. Puis on va voir ce qui va se passer. Et puis après, on arrivera à zéro. C'est une phase de transition. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une religion. On ne va pas se flageller ou se fouetter parce qu'on est à 55 grammes de glucides. Non. Il faut essayer de comprendre l'objectif. Quel est mon objectif? Maladie, perte de poids, sport, etc. On comprend l'objectif. Et après, on ajuste dans son alimentation et on ajuste selon ce qu'on est capable de faire. Ça ne sert à rien d'amener un régime ultra strict que vous allez tenir 2 semaines, puis il va manquer plein de choses, vous allez être frustré, vous allez le lâcher, ça ne sert à rien. Donc, il vaut mieux y aller pour des gens qui sont vraiment accros, par exemple au pain, de façon tranquille, progressive, et puis après, on retire. Voilà. Et je vois la même chose avec les lipides. Je vois des gens, ah oui, mais alors moi, je ne sais pas combien de lipides il faut que je mange. On m'a dit qu'il fallait que je mange 200 grammes de lipides. Du coup, j'ai rajouté 50 grammes de beurre, 50 grammes d'huile. Non, 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 ça n'a pas de sens, ça. Ça n'a pas de sens. On se focalise sur les aliments, on prend des coupes grasses de viande, poisson, œufs. Là-dessus, on fait revenir avec éventuellement de la crème fraîche, de la mascarpone, etc. Des légumes, puis on voit ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de rajouter des lipides, surtout quand on cherche à perdre du poids. Vous faites votre phase de cette adaptation comme ça, vous regardez ce qui se passe sur la balance, et puis si ça descend, ben c'est bien, on continue comme ça. Si ça ne descend pas, vous retirez un peu de lipides dans votre assiette, c'est la graisse corporelle qui fera la différence, et c'est réglé. Le régime cétogène, ce n'est pas un régime pour perdre du poids. Le régime cétogène, ça n'a rien à voir avec la perte de poids. Le régime cétogène, c'est devenir un brûleur de gras. Point. Avant, vous étiez dans un régime occidental riche en glucides, brûleur de glucose, brûleur de sucre, et là, vous devenez brûleur de gras. En régime cétogène, on peut prendre du poids, on peut stabiliser son poids, on peut perdre du poids, mais le régime cétogène, c'est un état métabolique où vous brûlez du gras. Et à partir du moment où vous êtes dans cet état, c'est très facile, par contre, de perdre du gras, puisqu'il n'y a pas de différence entre le gras de l'assiette et le gras de votre graisse corporelle. C'est simple, en fait. C'est vraiment du bon sens. Mais je n'ai jamais compté mes macros. Je me disais, si je ne perds pas de poids, je le ferai. Mais comme j'ai perdu du poids assez vite et assez régulièrement, je ne l'ai jamais fait. Et je ne le fais toujours pas. Là, on mange à 2 à la maison cétogène, mon mari et moi. Je ne calcule rien. J'essaie de faire voilà, comme on Mais le c'est comme sent. ça que j'ai toujours vu le régime cétogène, en fait. Car techniquement, on peut avoir besoin de calculer ses macros Oui. de façon très précise, quand c'est thérapeutique, etc. Mais pour 80% des gens, il n'y a rien besoin ni de peser l'assiette. Parce que si vous voulez compter vos macros, il faut peser votre nourriture. Donc, du coup, il faut avoir une balance tout le temps avec soi. C'est déjà un peu compliqué. On va au restaurant, on ne sait pas. On va à la cantine, on ne sait pas, etc., etc. Bon, premièrement. Deuxièmement, l'important, en fait, c'est d'avoir un minimum de protéines. Alors, quand vous savez un peu où sont les protéines, les œufs, le poisson, la viande, les fromages à pâte dure, ben vous savez que vous avez votre apport de protéines. Mais la vraie petite subtilité, c'est de savoir où sont les glucides. C'est-à-dire, vous savez que dans tel aliment, il y a trop de glucides, donc vous le sortez de votre alimentation. Une fois que ça, c'est fait, il n'y a pas besoin de peser. Je n'ai pas besoin de savoir si j'ai mangé 200 grammes de brocoli ou 400 grammes de brocoli. Ça ne change rien. L'important, c'est d'avoir la satiété. Et ça, vous n'avez pas besoin de peser. Non. Et la Donc, satiété, je suis c'est une d'accord. sensation qui revient justement aussi avec le régime cétogène. Avant, je n'avais jamais la sensation de satiété, mais jamais. C'est-à-dire qu'on était à un repas, des copines disaient: «Ah, j'ai trop mangé». Je me disais: «Mais moi, je peux encore manger une raclette après». Je veux dire, j'avais vraiment cette sensation d'un puits sans fond Mmh. et maintenant je l'ai. Mmh. Je ne finis pas toujours mes assiettes, je suis bien, j'ai pas ces besoins-là. C'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé aussi et même l'état de mon estomac, je pense aussi parce que je me suis un peu flinguée pendant des années, justement parce que, avec le régime WW, il y avait toujours cette pesée qui m'angoissait beaucoup et comme je ne mangeais pas beaucoup, j'allais pas beaucoup aux toilettes et je prenais des cachets Mmh. et au bout d'un moment, ça détruit complètement les réflexes, hein. Je veux dire, c'est plus du tout, on n'est plus du tout efficace. J'étais constipée en permanence. C'était infernal. Et maintenant, Le régime cétogène, pour ça, c'est une vraie une révolution parce que, comme tu le dis, hein, la satiété, les gens qui ne sont pas passés en keto ne savent pas ce que c'est. Être non. gouverné par les glucides, typiquement, là, on va bientôt être dans les fêtes.
le repas de Noël qui dure 5-6 heures, et au final, au bout de 5-6 heures à avoir mangé, vous êtes encore en train de prendre des bouts de chocolat, des machins qui traînent. En fait, vous avez jamais eu la satiété, malgré cet énorme repas. Voilà. Et le régime cétogène, c'est pas ça du tout. Vous mangez, vous avez une vraie satiété. C'est pas gouverné par les hormones, c'est l'estomac qui est plein. La vidange gastrique se fait en temps et en heure, pas C'est ça. prématurément, et c'est réglé. Vous mangez quand vous avez faim. Quand vous avez plus faim, vous arrêtez de manger. Fini. Simple. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment la simplicité, en fait. Par rapport à tout ce que j'ai fait auparavant, ça finissait toujours par être compliqué, par être restrictif, par être contraignant. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui est, en plus, qui est complètement naturel. Donc, parce que c'est facile, c'est viande. Maintenant, je suis à peu de légumes, hein, si tu veux, on parlera après de ce que je mange. Mais voilà, c'est viande, légumes, fromage, du gras. C'est simple, quoi. Des œufs. Mhm. Il y a vraiment moyen de se nourrir simplement et bien et bon Mhm. aussi, surtout, Très et pas, rapidement. Voilà. pas C'est coûteux pas, c'est aussi. pas compliqué. Voilà. Non, Il y a des gens, ils aiment beaucoup cuisiner parce qu'ils sont passionnés par la cuisine. Du coup, ils non. cuisinent en cétogène. Très bien. Il y a des gens, ils cuisinent jamais. Du coup, le cétogène leur fait peur. Et je leur dis, voilà, vous cuisinez simplement les choses. Vous cuisinez une viande, vous cuisinez un légume, vous juxtaposez dans votre assiette. Vous pouvez le faire à l'avance. Il y a beaucoup de gens, ils font ça le dimanche, par exemple, pour la Mais bien semaine, sûr, préparent le repas. Ça pose pas de problème. on peut vraiment s'avancer, on peut cuire des rôtis pour la semaine, on peut faire, Hmm. moi je fais des pot-au-feu, je les prépare là et ça va très, très bien et après on les recycle, enfin voilà, il y a toujours moyen de, mais on peut manger bien et bon et frais et pas coûteux. C'est vraiment aussi, quelque chose, souvent on me dit: «Ah mais tu manges beaucoup de viande». Oui, mais il faut savoir s'approvisionner aussi et on est dans une région dans le nord où il y a quand même beaucoup de fermes. Je trouve pratiquement toute ma viande dans la ferme, les œufs, la crème crue et finalement c'est moins cher qu'en supermarché. Il faut vraiment se renseigner parce que on se fait souvent un monde et parfois en supermarché on se fait un peu avoir aussi parce que voilà, c'est pas du tout la même qualité de produit et on les paye plus cher. Moi, la viande hachée, par exemple, je la paye moins cher à la ferme qu'en supermarché, Ça m'étonne pas. qu'en Et premier ça, prix, hein. je suis tout à fait d'accord avec toi. Et plus vous vous rapprochez des producteurs, moins ça sera cher parce que vous allez avoir la qualité. Mais comme vous avez éliminé beaucoup d'intermédiaires, bah, vous pouvez avoir un prix moins cher qu'au supermarché avec de la qualité. Exact. Exactement. Et de toute façon, manger cétogène coûte moins cher. Moi, j'en suis persuadée parce qu'on n'achète plus tout ce qui remplissait nos placards avant. Enfin, j'en achète encore parce que j'ai des grands enfants et ils sont pas en céto. Parce que Mhm. ils avaient déjà à l'époque, euh, maintenant ils ont 19, 21 et 25 ans. Donc il y a 7 ans, ils avaient 12, 15 et 18. Donc c'était pas, ils n'ont pas voulu passer en cétogène. Donc ils feront leur choix, ils feront leurs propres expériences. Mais avec mon mari et moi, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup Mhm. plus simple de manger comme ça. Alors, je rappelle juste pour ceux que ça va interloquer, le régime cétogène est bon pour la santé de la naissance à la mort, hein. Oui, Techniquement, il n'y a pas d'âge où on ne pourrait pas le faire. Ça n'empêche pas la croissance des enfants. D'ailleurs, j'en profite parce que je voudrais impérativement faire parler un enfant. Techniquement, 12, 13, 14, 15, 16 ans. Il y a beaucoup d'enfants qui suivent le régime cétogène, par exemple contre l'épilepsie ou plusieurs maladies métaboliques liées au glucose, gluten déficient, etc. Si vous voyez nos vidéos et que vous voulez témoigner, contactez-moi parce que c'est important. Les gens oui, font une fausse idée. Et puis alors, dans quelques temps, on va interviewer une personne qui a fait toute sa grossesse en régime cétogène et tout l'allaitement en régime cétogène. C'est pareil. Alors attention, elle n'a pas fait n'importe quoi, parce que j'ai vu des choses où c'était clairement n'importe quoi en allaitement en particulier, avec des femmes qui veulent allaiter leur enfant en cétogène et perdre du poids en même temps. Et là, clairement, c'est un catabolisme, on peut pas faire les c'est deux un en état même de temps. famine en fait. Faut être Ouais, clair. oui, Là, la personne s'est mise en état de famine et du coup, l'allaitement s'arrête, acidocétose, ça va à l'hôpital, hein. C'est juste parce que la personne a fait n'importe quoi. Mais quand c'est fait correctement, il n'y a pas de problème. Et il y a plein de gens qui l'ont fait, particulièrement des femmes, par exemple, qui étaient touchées d'épilepsie, qui étaient en régime cétogène strict, qui ont mené une grossesse à terme, qui ont allaité avec un régime cétogène bien formulé, il n'y a pas eu de problème. Il faut que ça se sache. Donc, il y aura un témoignage dans quelques jours. ah, si je l'avais fait avant et que mes enfants Mmh. étaient petits, j'aurais pas cherché. Je veux dire, Mmh. tout le monde serait passé en cétogène. Maintenant, je suis Mmh. persuadée. Après, ce qui m'a aidé aussi beaucoup, c'est la lecture. Ça, c'est quelque chose. Alors, c'est pas prétentieux, mais souvent on voit les gens qui veulent perdre du poids en cétogène disent ah, on peut me calculer mes macros, on peut. Non, alors ce qui est intéressant, c'est de prendre un livre et d'essayer, parce qu'on peut se lancer en régime cétogène, c'est très vite facile, très vite simple. Par contre, il faut avoir les bons éléments et puis il faut avoir une bonne base de connaissances. Après, on n'est pas obligé d'en avoir des tonnes, mais je veux dire, il y a un travail qu'on ne peut pas faire, enfin Mmh. qu'on est chacun obligé de faire.
Hmm. pour être un peu acteur de son Et régime. je vais le rappeler tout de suite. Si vous avez quelqu'un qui vous calcule des macros, c'est une fraude à 100%. C'est une fraude. Personne ne peut calculer des macros. Moi-même, je ne peux pas le faire. Techniquement, une personne qui arrive, qui me voit, qui me dit, je voudrais que tu me dises combien je dois manger de protéines, de lipides, de glucides, je ne peux pas. Moi, je ne sais pas. Et personne ne sait. Ça veut dire que quelqu'un qui va le faire, il ment. Parce qu'il y a plein de facteurs. Typiquement, le métabolisme de base. Tu prends une personne d'un certain âge, avec un certain poids, une certaine taille, et tu prends une autre personne exactement dans le même contexte, elle peut avoir un métabolisme de base à 1300 kilocalories par jour d'un côté et 1900 de l'autre. Bien sûr. Voilà. Donc, tu fais comment pour calculer ça entre une personne et une autre? C'est comme si je te dis, voilà, tu dois rouler à 90 km/h sur la route et tu as ton compteur qui affiche 90, sauf que ton compteur est défaillant et tu peux être à 60 comme à 120. Et du coup, ton compteur, il ne te sert à rien. Comment tu peux respecter les limitations de vitesse? Eh ben, les macros qui sont calculés avec des calculatrices à macros, c'est une fraude. On ne peut pas. Moi, j'ai vu des gens mincir avec 250 grammes de lipides par jour en étant sédentaire. Et j'en ai vu à 100 grammes, ils ne perdaient pas de poids. Donc, comment calculer des lipides? Faut être con. C'est pas possible. Faut être con, franchement. Il y a des gens, ils leur ont fait des calculettes sur des sites internet, des choses comme ça. Ah, alors, taille, poids, sédentarité, machin. Bah, vous devez consommer 1680 calories par jour. D'accord? 1680 calories par jour, tu prends 3 personnes. Il y en a une qui va grossir, une qui va mincir et une qui va stabiliser. Ça sert à quoi de calculer dans ces conditions-là? Donc, il vaut mieux apprendre. On sait que les C'est ça. protéines, c'est un minimum. Il n'y a pas trop de problème avec trop de protéines, mais c'est surtout un problème avec pas assez de protéines. J'ai vu des commentaires sous nos dernières vidéos avec des gens qui amènent 50 grammes de protéines par jour. C'est clairement pas assez. Bah non. Donc, les protéines, c'est un minimum, hein, vraiment. Vous pouvez être à 80, 100, 120, 150 grammes de protéines, c'est pas un souci, c'est un minimum. Les glucides, il faut les garder sous contrôle. Donc, pour être en cétose, il ne faut pas être à 120, 150 grammes de glucides par jour, il faut être en dessous. Alors, c'est vrai que certaines personnes arrivent à rester en cétose à 100 grammes. C'est pour ça qu'encore une fois, je ne donne pas de règles. Parce qu'il y a des gens, ils sortent de cétose au-delà de 50 grammes de glucides. Et d'autres, à 100 grammes de glucides, ils sont encore à 1 millimol. Donc, encore une fois, on ne peut pas donner de règles parce que d'une Non. personne à l'autre, ça va changer. Et puis, après les lipides, bah, c'est à volonté. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de problème de poids, vous ne cherchez pas à perdre du poids, vous faites du sport, etc., bah, vous allez manger beaucoup plus de lipides. Ça va être votre carburant principal. Et puis, si par contre, vous cherchez à en perdre, bah, il va falloir réduire progressivement un petit peu les lipides pour faire un petit déficit et vous allez taper dans votre graisse corporelle. Mais les calculatrices à macro, c'est une fraude. C'est pour ça que vous devez apprendre, comprendre, et c'est ce que tu as fait en lisant. Et voilà, donc j'ai lu d'abord forcément. Alors non, c'est pas d'abord, parce que je me rappelle, je suis partie en vacances et le livre devait sortir en juin, Oui, le grand livre de l'alimentation c'est vrai. cétogène, et finalement, c'était repoussé 14 en septembre 14 septembre. Et 2017. donc j'ai commencé à regarder justement sur la page, et puis j'ai vu que tu conseillais des livres, donc je suis partie en vacances avec Code Obésité. Oui, très bien, Jason Fung. Ouais. Mm. Ben, là, j'ai eu l'impression de me prendre une grosse claque. Vraiment, ça a été pour moi, ça a été vraiment. En plus, ça m'a aidé parce que je me suis dit, en fait, il faut que je détricote tout ce que je pense savoir, tout ce que je crois sur l'alimentation, tout ce que je crois depuis des décennies, hein, vraiment sur la restriction calorique qui pour moi était la seule issue possible. Et vraiment, ce livre, je le conseille à tout le monde, mais il y en a plein d'autres, hein, forcément. Mais celui-là, ça a été le premier. Et je me suis dit, waouh, vraiment. Et voilà, ça ne s'est que confirmer. Alors, je lis toujours. Malheureusement, on est un peu obligé de lire en anglais parce qu'on n'a pas encore tant de choses. Hein, donc, il y Il y a a des beaucoup de livres en livres, il y a beaucoup français. de Hein. très bons livres en anglais qui sont toujours pas traduits en français. Et c'est vraiment dommage. Typiquement, je lis toujours le livre de Dino Antonio sur le sel, donc The Salt Fix, traduit en 8 langues, toujours pas traduit en français. Voilà. Celui-là sur le sel, c'est une mine, enfin, c'est une vraie révolution, toujours pas traduit en français. Donc, Toujours pas, oui, oui, je l'avais acheté en anglais du coup. Je l'avais ouais. lu assez vite aussi. Parce que quand j'étais, enfin avant, en surpoids, j'avais toujours une tension de fou. Mhm. Mon médecin, à chaque fois, j'y allais. Alors déjà, il voulait toujours me faire monter sur la balance. Je disais non. Et après, il me disait, on va prendre la tension. Ah, bah ça va pas. J'étais à 15,9, Ah ouais, 15,10. c'était déjà important. OK. Voilà, mais. Et maintenant, à chaque fois, il me dit, vous avez un coup de mou? Je dis, mais non, ça va très bien. Je suis à Et 10, 18. voilà. Et Ça, c'est génial. Tu te rends compte? Non, mais alors, je sais je pas si tu te sale. rends compte. Je Je salais sais pas pas si avant. tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire là. Hein. Techniquement, tu étais en hypertension. Hein. 15,9, c'est Mm. des médicaments contre la tension. Hein. Et donc maintenant, ça fait 6 ans que tu es en, 6 ans que Bientôt tu es en 7, régime ouais. cétogène. Voilà, bientôt 7.
Et tu me dis, tu as une tension, combien? 10,6, 17? Oui. C'est ça. Moi c'est ce que j'ai aussi, 10,6, 17. Et c'est une tension normale chez un être humain, en fait. Hein. Et un médecin a tellement. Alors, je vais te donner une petite news parce que la corruption est massive dans le domaine. Une tension normale chez un être humain, 10,6, 17, c'est totalement normal. Toutes les populations ancestrales sont autour de ça. Bon. Aujourd'hui, un médecin, il n'en voit plus des gens avec ça. C'est une hypotension. Ah oui, moi, on me Ok. demande si je suis fatiguée. Je me lance faire. Voilà. Mais c'est une tension normale. Et c'est une vraie tension qui va préserver contre les AVC, contre tout ça. Parce qu'une hypertension, c'est dangereux. C'est pour ça qu'on donne des médicaments. C'est vraiment dangereux, une hypertension. C'est pas comme le cholestérol. Hein. Le cholestérol, il n'y a pas de problème avec. Par contre, une hypertension, c'est vrai que c'est vraiment dangereux. Donc, ils nous ont mis dans la tête le mythe du sel. On mange trop salé égale hypertension. Sauf que le problème, c'est qu'on mange trop de sucre. Du coup, quand Enfin, pas on clairement. mange trop de sucre, on retient le sel et on crée une hypertension. Mais à partir du moment où on est en régime cétogène, ben on perd ce sel, on perd cette rétention d'eau, la tension redescend rapidement. C'est pour ça que je dis aux gens qui nous écoutent, si vous êtes avec un traitement contre l'hypertension, informez votre médecin que vous allez passer sur un régime cétogène parce que le traitement doit être ajusté. Parce que le régime cétogène va réduire considérablement votre tension et le médicament va venir s'additionner. Donc, Ah oui. attention, parlez-en à votre médecin. Mais on retrouve une tension normale en quelques mois. Et aujourd'hui, si tu veux, comme ils se sont aperçus qu'on avait beaucoup moins d'accidents, en particulier cardiovasculaires, AVC, etc., avec une tension basse, ils sont en train de descendre la norme de tension chez les gens en Occident. Tout simplement pour leur vendre plus de médicaments contre la tension. Bien sûr, ils ne vont pas prescrire le régime cétogène. Tu vois l'arnaque? Non, non. Ah, moi, mon médecin ne m'a jamais posé aucune question. Il voulait toujours me faire monter sur la balance avant et surveiller la tension. Maintenant, je lui ai dit la dernière fois, je suis en régime cétogène. Ah oui, c'est tout. Mais bon, ouais. Il ne veut plus me faire monter sur la balance. Hein, parce que je pense que j'ai commencé, j'étais pas loin de 90 kilos. Maintenant, je suis à 65. Et ça continue de descendre un petit peu tout doucement. Ça va plus descendre beaucoup, je pense. Mais de toute façon, je ne calcule pas. Donc, et je me fais toujours plaisir. Ça, c'est le. Voilà, tu es libéré de ta balance, tu manges à satiété, tu calcules pas, ta tension est normalisée, tes migraines ont disparu, ton asthme s'est amélioré. Oui, oui, C'est, et mon c'est- asthme s'améliorera quand il n'y aurait plus mes chats, j'en suis absolument certaine. C'est le seul facteur, en fait, Mhm. en cherchant un peu, c'est le seul, comment dire, la seule chose qui est toujours dans ma vie. Donc voilà. Tu as fait 6 hivers maintenant en régime cétogène. Est-ce que tu as Oui. été touché par les maladies hivernales normales, entre guillemets, que tout le monde a, Ah, rhume, non. grippe, Alors, je reçois tous les ans le petit papier de la sécurité sociale qui m'informe de je dois me faire vacciner contre la grippe. Je le fais jamais. Mhm. J'en ai pas besoin. T'as pas de J'ai plus grippe. de grippe. Non. Pas du tout. Je prends de la vitamine D tous les jours. Mhm. Je suis assez simple dans les compléments alimentaires. J'ai vitamine D, magnésium, potassium, Mhm. iode Mhm. et collagène bovin dans mon café. Et ça s'arrête là. Bien. Et après, le reste avec l'alimentation. Voilà. Simple. Mm. Je suis intéressée par la mélatonine. J'ai vu que tu en parlais et que tu disais que Oui. c'était vraiment. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut prendre au quotidien, si c'est quelque chose qu'on peut prendre et Je ne quel peux pas dosage. conseiller. Non. Depuis le début, j'ai toujours dit, on peut suivre un régime cétogène parfaitement formulé, sans supplément, sans le moindre supplément. Maintenant, j'ai dit que c'était sport, parce qu'il fallait vraiment s'intéresser à la nutrition, savoir où étaient les micronutriments, varier les aliments. Il faut être capable de dire, bah, tiens, je vais manger une douzaine d'huîtres par semaine régulièrement, parce que dans ces huîtres, je vais trouver ça. Ou des moules, ou Oui. d'autres fruits de mer. Du poisson, parce que je vais manger mes apports de sélénium avec ça, ou telle source Alors, il faut être capable de varier, c'est sport. Maintenant, j'ai dit aussi que si vous n'étiez pas capable de faire ça, parce que vous n'avez pas envie, parce que c'est trop compliqué, bah, vaut mieux prendre des suppléments plutôt que laisser entretenir des carences. La mélatonine, c'est totalement autre chose. La mélatonine, en fait, si on veut aborder le sujet 5 minutes, la mélatonine, tu as deux mélatonines. Il y a 15 ans, on pensait que la mélatonine était produite que par la glande pinéale dans le cerveau et qu'elle avait, en gros, pour faire simple, une fonction chronobiologique, c'est-à-dire qu'elle réglait ta chronobiologie sur 24 heures, parce que faut savoir que notre cycle biologique fait plus que 24 heures. Si on prend une personne, qu'on la met dans une grotte, il n'y a aucune lumière, etc., qu'on décale ses apports de nourriture, on s'aperçoit que souvent, sa journée fait 24h30, 24h45. Et donc, du coup, au bout de 3 ou 4 Ah, semaines, il y a un vrai décalage. Elle croit que le ah oui. jour, c'est la nuit, etc. Et cette horloge se règle par deux choses principales, la nourriture, les apports de nourriture et la lumière. Ça veut dire que si on est privé de lumière ou privé de nourriture, on a un vrai problème. Et c'est comme ça qu'on a
cette sensation de décalage horaire quand on prend un avion, qu'on fait Mm. 8 heures dans un sens ou 8 heures dans un autre, on est vraiment mal. Ben ça, c'est un déphasage chronobiologique. Bon, la mélatonine règle ça. Donc, elle a une fonction de réglage chronobiologique. Donc, concrètement, le soir, on coupe les lumières à 19 ou 20 heures, pas de lumière artificielle. 22 heures, on dort. Gros pic de production de mélatonine à 1 heure du matin. Après, ça se réduit. Puis après, c'est le cortisol qui prend le relais, etc. Mais on s'est aperçu il y a 15 ans, on l'a découvert qu'il y a 15 ans, que 95% de la mélatonine, elle n'était pas produite là. 95% de la mélatonine, elle ne quitte pas la cellule. Et elle est produite grâce à l'exposition à la lumière, en particulier le spectre rouge, infrarouge. C'est une mélatonine intracellulaire, indispensable pour la mitochondrie. Et le vrai problème aujourd'hui que nous avons, c'est notre exposition à tous les champs électromagnétiques. Depuis 150 ans, l'avènement de l'électricité, d'abord, parce que même une simple maison qui n'a pas Internet, qui n'a pas la 3G, etc., le champ électromagnétique de la maison est important. Et ensuite, tu rajoutes depuis une cinquantaine d'années les radios, puis après sont arrivés 2G, 3G, 4G, 5G, la Wi-Fi à la maison, etc. Ça fait un spectre de champ électromagnétique colossal. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, quand tu as des appareils, bon, ça vaut 200-300 euros, mais on peut le mesurer. Quand on prend le champ électromagnétique que les gens prennent quand ils roulent dans un véhicule électrique, en particulier les sièges arrière, c'est une folie. Vraiment. Techniquement, ça dépasse les seuils qui sont acceptables par un être biologique. Et tu as beaucoup d'études financées par tout ça qui te disent non, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'impact. Si, il y a un impact. L'impact est majeur. Et en fait, pour compenser ça, la mélatonine est très bonne. D'accord. Mais ça nécessite une exposition au soleil importante tous les jours. À la base, nous sommes, tu sais, quand tu dis ça aux gens, les gens ne comprennent pas. Nous sommes des êtres électroniques. Nous sommes des humains, nous n'avons pas de circuit imprimé, mais nous sommes des êtres électroniques. C'est de la biologie. Hein, il y a des électrons, des protons, des neutrons, il y a des champs électromagnétiques naturels, il y a un champ électromagnétique terrestre naturel. Et nous, on a créé un champ électromagnétique artificiel. Et aujourd'hui, la mélatonine, elle a un rôle important parce que ces champs électromagnétiques nous épuisent, vraiment. La mélatonine compense ça. Voilà. C'est pour ça que je suis un grand fan de la mélatonine. Et la mélatonine, en plus, une chose super importante, c'est pas une molécule qui sort d'un chapeau. Tous les êtres vivants sur Terre, humains, animaux, végétaux, contiennent de la mélatonine. Tu as des études scientifiques qui te disent comment éviter le stress hydrique sur un pied de tomate avec de la mélatonine. Concrètement, c'est ça. Dans tout le milieu agricole, la mélatonine est très étudiée. Tu vois, donc la mélatonine, elle est partout. Elle existait avant même l'acide ascorbique. Et aujourd'hui, la mélatonine trouve une place de choix dans la recherche scientifique pour plein d'applications. Par exemple, mélatonine donnée chez des enfants prématurés, en néonate. Mélatonine donnée dans des services de réanimation. Mélatonine donnée chez des gens qui font des accidents cardiovasculaires. Mélatonine dans l'hôpital, vraiment, en tant que molécule qui va presque remplacer un médicament, et avec des doses massives. Mais à la base, cette mélatonine, si on veut faire les choses sainement, elle est produite naturellement par notre peau, enfin par notre corps, avec une exposition, une irradiation volontaire au soleil. Mais comme nous vivons 97% de notre temps dans des maisons, des voitures, des bureaux, des salles de sport, c'est-à-dire quasiment plus jamais à l'extérieur, eh ben, c'est problématique. D'où l'émergence en fait de cette mélatonine en supplément qui viendrait remplacer ce qu'on ne fait pas naturellement avec une exposition au soleil. Voilà. Mais elle est très prometteuse cette mélatonine. Pour donner une idée, moi je suis un grand fan de littérature scientifique. J'ai maintenant 42 mots-clés en veille scientifique. Une semaine sur la mélatonine, une semaine d'études publiées, c'est entre 80 et 120 papiers publiés chaque semaine. Là, tu fais une requête PubMed, tu tapes juste mélatonine dans le résumé et le titre, tu as entre 80 et 120 études qui sont publiées par semaine. Ce n'est pas un sujet ésotérique. Hein. Non, c'est sans fin. C'est sans fin. Voilà. Mais tant mieux si on peut. Voilà. Oui. Moi, donc je me renseigne. En ce moment, je regarde. Voilà. Oui, c'est intéressant. Et des gens qui voudraient prendre de la mélatonine. Alors en France, elle est réglementée parce que maintenant, alors j'ai appris récemment que le projet de loi sur les dérives sectaires, il arrivait presque au bout. Donc ça a l'air sympa ce qui se passe en France parce qu'en gros, quelqu'un qui voudrait faire des propositions qui sortiraient du cadre officiel, etc. Bah, ça va être juste apparemment 375 000 € d'amende, puis 3 ans de tôle. Donc, je peux dire que ça va mettre au silence un paquet de choses. Mais alors, la mélatonine en France, c'est 1,9 mg. Point. Au-delà, c'est une ordonnance.
Ici, tu vas au supermarché du coin, tu pars avec 1 kilo de mélatonine. En vrac. Voilà. Voilà. Bon, on pourrait Deux peut-être salles, deux en ambiances. commander sur iHerb. Oui, mais il y a les douanes. Faites Oui, attention. Moi, je j'ai dit sais. ça aux gens. Ailleurs, c'était pour moi le méga supermarché du supplément au monde. Avec c'était l'Amazon du supermarché. Ultra C'est ça. rapide, bon stock, les prix le plus bas. C'était génial. Mais le problème, c'est que de plus en plus, il y a de la saisie en douane en France ou en Europe. Il y a eu des problèmes en Belgique, il y a eu des problèmes en Suisse, des problèmes en France. J'en Donc, ai tu pas encore commandes. eu. J'en ai pas encore eu. Pour le moment, j'ai tout reçu. Donc, tant que ça marche, je joue. Moi Mais je aussi, commande, j'aurais fait comme toi. Ouais. voilà, je commande de la vitamine D et du coup, j'en ai un petit stock. Parce que j'en donne même à mes enfants. Moi, pour résoudre le problème, parce que j'ai commandé vraiment, j'ai essayé un tas de choses, beaucoup de choses, etc. J'avais une adresse aux États-Unis. Tu as des systèmes, tu peux avoir une adresse aux États-Unis. Donc, tu te fais tout livrer là. Ils remballent tout dans un carton, ils te le renvoient avec rien dedans. Pas de facture, pas d'étiquette. Et ça envoie. Et là, j'ai jamais Et eu du de coup, ça souci. passe. Voilà. Et là, ça passe, ouais. C'est Ouais. la solution de secours à terme. Mais sur iHerb, oui, je commande mes compléments alimentaires et la lulose aussi, Ouais. qui est vraiment, Tu vois, la très Lumos, bien c'est aussi. décevant parce que j'en avais parlé en vidéo. On a été les premiers à avoir ça. J'ai même encore des paquets et les marques n'existent même plus. Peter Attial avait financé une marque qui n'existe plus aujourd'hui. La Hulose, c'est disponible aux États-Unis depuis 2013. J'en ai parlé dans la Ceto Academy en 2018 en vidéo. J'ai montré les paquets. J'ai dit que c'était vraiment un sucre prometteur parce qu'il avait plusieurs fonctions au niveau médical. C'est vraiment intéressant. Par exemple, la Lulose, chez un diabétique, va aider à réduire la glycémie, comme le ferait de la metformine ou d'autres molécules. Enfin, il est génial ce sucre à ce niveau-là. Ah oui. Il n'a pas d'inconvénient. Et en plus, en cuisine, il a un gros avantage, il caramélise. Ouais. Il durcit pas, mais il caramélise. Alors, quand on Ouais. veut faire, je sais pas moi, un beurre salé, par exemple, ou des choses comme ça, ou un caramel liquide, c'est génial, quoi, tu vois. Ah Moi, oui, je moi fais mes... j'utilise pour les noix de pécan. Je fais des noix de pécan, je les fais Ah, sauter voilà. et après je fais un petit caramel et je les enrobe de temps en temps pour se faire un petit truc sucré. C'est génial. Moi, C'est je fais génial. des crèmes aux œufs, toi. Mes crèmes aux œufs, je fais un caramel au fond. Après, je fais cuire ma crème aux œufs dedans dans un petit ramequin. Je démoule avec mon caramel. Et ça, il n'y a que la Lulose qui permet de faire ça. Et la Lulose, j'en ai parlé dans la Ceto Academy en 2018. J'ai expliqué aussi, il y a tout un module dans la Ceto Academy qui explique tous les sucres qu'il faut utiliser, enfin qu'on peut utiliser en régime cétogène et ceux qu'on ne peut pas. Parce que clairement, il y en a qui sont utilisés qu'on ne devrait pas. Ils Non. amènent de l'énergie, ils impactent la glycémie. Enfin, clairement, il faut les exclure. Et la Lulose était pour moi le numéro 1 qu'on devrait utiliser. Malheureusement, l'autorisation de mise sur le marché en Europe a été déposée en 2018, a été demandée en 2018. On est fin 2023, toujours pas accordé. Non. Ça fait 5 ans. Donc, j'avais comme projet de faire une interview avec 2 personnes responsables de l'industrie sucrière chez Tate & Lyle et chez Tereos pour nous en parler. Parce que faut expliquer le blocage, quoi. Comment ça se fait que... Et en plus, il y avait une unité de production d'allulose qui devait être installée en Belgique, à côté d'une sucrerie. L'allulose, c'est très simple. Vous faites de l'allulose avec du sucre. Donc, si vous avez de la canne à sucre, du sucre. Si vous avez de la betterave à sucre, du sucre. Ça se fait dans une sucrerie, on te sort du sucre. Tu prends ton sucre, tu le fermentes et tu fabriques de l'allulose. C'est simple. Donc, cette unité de production devait être installée en Belgique, à côté d'une sucrerie. Je connaissais les fondateurs, j'avais comme projet de les interviewer. Finalement, je me suis renseigné récemment. Projet est capoté, il n'y aura pas de construction. Voilà. C'était un conglomérat belge avec l'Inde, et finalement, ça ne verra même pas le jour. Donc, l'Europe prend de nouveau un retard phénoménal, puisque la hulose est autorisée dans plusieurs pays. Il est aux États-Unis depuis 2013. On le trouve au supermarché directement. Et en France, rien. Il faut le commander sur Internet. Voilà. Éventuellement à Yerbe, c'est compliqué. Des douanes, je sais par expérience, des gens qui s'en sont fait saisir. Voilà. Ah oui, pour le moment, je continue et puis tant que je peux en Pas avoir, plus, je voilà. fais un petit stock parce que je cuisine encore beaucoup. On organisera une filière de contrebande d'allulose entre les États-Unis et l'Europe. Il y a peut-être moyen. Ça et la vitamine D, parce que ça va être. Mais tu te rends compte qu'il y a des gens, en fait, ils vendent des drogues qui sont totalement déjà ça. illégales, illicites, en plus mortelles, faut dire les choses simplement, et on va être obligé presque de faire un réseau de contrebande pour simplement un édulcorant, un sucrant. Ah oui, bah oui. Oui, comme la vitamine D, je sais qu'elle est saisie aussi et qu'elle risque d'être bientôt. Ben, il y a un projet de loi, je ne sais pas exactement, je l'ai lu il y a quelques semaines, qui disait qu'il voulait classer la vitamine D comme perturbateur endocrinien en France. Je peux te dire que quand j'en ai parlé avec tous les médecins que je connais, ils sont vent debout contre, parce que c'est une vraie hérésie, quoi. Ah bah oui. Voilà. C'est une folie. Aujourd'hui, tu as 80% des Français qui sont massivement carencés en vitamine D, et on te dit c'est un perturbateur endocrinien.
Tu manges du foie, tu as de la vitamine D. Tu manges du foie de morue, tu as de la vitamine D. Tu vas au soleil, tu fais de la vitamine D. Et l'État te dit c'est un perturbateur endocrinien. Allô? Ben oui. Surtout qu'on nous en prescrit encore. Si on veut, on peut avoir une Bien petite sûr. ampoule de 100. Bien sûr. 100, ouais. Non, mais tu as quand même des gens qui sont massivement carencés en vitamine D. Ils vont chez leur médecin qui demande une analyse de sang. On voit la carence en vitamine D. Le médecin prescrit une ampoule. Alors, même si elle est Oui. stupide, cette ampoule, je ne l'aime pas parce que la maxidose, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. On leur prescrit une vitamine D. Elle est remboursée par la Sécu. Et en même temps, l'État te dit vitamine D, perturbateur endocrinien, on va le faire arrêter. Marche la tête à l'envers. Voilà. Donc, tout ça, c'est intéressant. On a parlé de beaucoup de choses. Donc, ton témoignage est très riche. Comment toi, tu vis aujourd'hui cétogène? Déjà, on peut peut-être dire comment tu as amené ton régime cétogène il y a bientôt 7 ans et comment il a pu évoluer avec le temps. Alors, au début, j'ai donc fait simple, mais je cuisinais énormément. En plus, Nelly mettait sa petite publication, c'était peut-être le jeudi avec la recette. Alors là, je courais, je faisais beaucoup. Je fais toujours, mais je m'avance vers le carnivore quand même avec le temps. Alors, pas par goût, en fait, c'est par goût. Je me rends compte que les légumes m'intéressent plus trop. J'aime la nourriture dense. Je me rends compte avec le temps que je me satisfais d'une entrecôte, je me satisfais de fromage, et le légume m'apporte pas grand-chose. J'en cuisine encore un peu parce que mon mari aime encore bien, donc je lui en fais. Parfois, moi, j'en mange peu ou pas. Donc, généralement, je mange. Il peut m'arriver de manger le matin, c'est variable. Je peux pas te dire. Pendant très longtemps, je faisais le régime intermittent de ne pas manger le matin, je mangeais midi et soir. Ça me convenait bien. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je raccourcissais le soir. Il me semblait toujours manger trop tard. Et donc maintenant, il m'arrive de faire matin-midi. C'est Et ça l'idéal. Au s'arrête là. niveau biologique, c'est l'idéal. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est ce que j'ai changé dans les derniers mois et qui m'a fait reperdre un peu de poids, qui m'a fait reperdre 5 kilos. Parce que je préfère comme ça, je me sens beaucoup mieux. Déjà, c'est pas problématique pour moi de pas manger le soir. Déjà, j'ai pas faim. Si j'ai faim, je mange. Par contre, il m'arrive de faire un repas par jour, souvent deux, mais je peux en faire un. Ouais, je peux en faire un ou trois. Si j'ai faim, je mange. Et, Voilà. voilà. Et je ne cherche pas plus compliqué. Je mange ce dont j'ai envie. Mais généralement, c'est un petit déjeuner, pas trop tôt, vers 9-10 heures. Et puis, je mange à 12-13 heures. Après le repas, parce que j'ai arrêté aussi de boire pendant les repas. Et ça fait quelques jours, ça fait pas très longtemps que j'ai mis en place. Et je vois déjà que ça me fait beaucoup de bien. C'est vraiment, pour la digestion, c'est pareil, c'est quelque chose qui vraiment fait du bien. Et donc, je suis à 2 repas. Après le repas, quand je rebois, je prends un café avec du collagène bovin. Et ça s'arrête là. Après, c'est de l'eau, du thé. Voilà. Mais je me satisfais de mes 2 repas. Par contre, je fais un bon repas. Le repas du midi, toujours une viande, un poisson, souvent une viande, poisson, gras. Le matin, c'est souvent des œufs. Alors, je varie au plat brouillé. Je les fais en crêpes. Aussi, j'ai simplifié la recette des crêpes au maximum. 3 œufs, une cuillère à soupe de mascarpone, au mixeur, je fais des crêpes. C'est mon petit déjeuner. Et voilà, ça va très bien comme ça. Moi, je trouve que c'est vraiment simple, en fait, le régime cétogène. Il faut se mettre dedans, il faut détricoter tout ce qu'on a appris, il faut se débarrasser de tout ce qu'on avait. Alors, bon, moi, ça cohabite parce que j'ai les enfants, mais je suis plus du tout tentée. Et, et voilà, et il faut faire au plus simple. Et si on est pressé, si on n'a pas le temps de cuisiner, il y avait les assiettes de Nelly dans le grand livre de l'alimentation cétogène où elle superposait les choses. Et ça, on peut le faire à l'infini. Comme on peut préparer des repas pour la semaine, cuire 2 rôtis et les accommoder, c'est vraiment très très simple. Et c'est tellement satisfaisant. C'est surtout ça, moi, qui a changé dans ma vie. Avant, j'étais toujours insatisfaite et puis je me vengeais. Mais je n'ai plus jamais d'envie de sucre J'étais pas boulimique, mais je pouvais manger 3-4 parts de gâteau. C'était, voilà. Maintenant, je vois mes enfants manger un gâteau. Je pourrais pas mettre C'est indispensable ce que tu dis parce que si on n'a pas de frustration, on n'a pas d'envie. Et c'est comme la satiété. Si on a bien mangé au repas, on n'a pas envie d'un snack à 2 heures après. Logique. Tu as vu la vraie satiété. Et il y a des petites astuces comme ça. Beaucoup de femmes en particulier sont touchées par un syndrome où elles ne mangent pas assez. Typiquement, elles vont dans la cuisine, elles remplissent leur assiette,
elles mangent leur assiette à table et ça s'arrête là. Mais comment elles ont pu viser pile poil ce qu'il fallait? Elles ne peuvent pas savoir à l'avance. Alors que si tu mets ton assiette vide sur la table et que tu mets le plat au milieu et que tu te sers jusqu'à temps que tu aies plus faim, là, tu vas chercher la vraie satiété. Ce que les gens ont oublié. Oui. Tu vois, dans le temps, on avait l'habitude du plat familial qui était posé en plein milieu, la cuillère, tout le monde se sert. Ça, c'est un peu passé de mode. Pourtant, pour récupérer la satiété, c'est important. Ah oui. Parce Ah que oui, oui. si vous mettez, mettons, je sais pas moi, un steak et des légumes à côté, que vous mangez tout, bah vous avez l'impression d'avoir fini votre repas. Mais en fait, ça vous trompe. Votre assiette est vide, vous avez l'impression d'avoir fini votre repas, d'avoir assez mangé, mais vous n'avez pas été chercher le signal de satiété. Et parfois, il est long à retrouver le signal de satiété. Moi, j'ai vu des gens manger, par exemple, 2 assiettes successives quand ils font comme ça. Mais l'impact sur le métabolisme de base, il est énorme. Parce qu'on a des gens qui sont affamés et qui, à 1400 kilocalories par jour, grossissent parce qu'ils ont un métabolisme de base effondré. Affaibli, ouais. Quand je dis aux gens que moi, maintenant, je peux être à 250 grammes de protéines par jour, 200 grammes de lipides par jour, quand tu fais le calcul, les gens disent waouh! Ah ouais, mais ça, c'est juste quand je ne fais pas de sport. Hein. Parce que le métabolisme, il peut être remonté au plafond. Et ça se voit avec la température corporelle. La température corporelle des gens a été écroulée. On a perdu en gros un demi-degré de température corporelle sur 150 ans. Mais ça se traduit par plus de 300 kilocalories par jour. Juste ça. Et donc, du coup, cette notion de satiété, elle a été un peu perdue. Tu vois, nos ancêtres, nos grands-mères, etc., ils n'hésitaient pas. Il fallait finir les assiettes. Et ça, c'est un peu passé de mode. Maintenant, mange pas trop. Tu n'as pas besoin d'en reprendre si tu as. Tu en mets un petit peu ton assiette. Si tu as encore faim, tu reprends. Enfin, on est passé dans l'autre mode. C'est un mode de famine, clairement. Et Clairement. pour en sortir, c'est difficile des fois. Ah, moi, ça a été long. Hein. Ça a été long. Parce que maintenant, j'ai vraiment la satiété, mais je pense que j'ai mis du temps à la retrouver. Au départ, comment dire, je faisais un petit pulse avec mes repas en mettant protéines, gras, machin. Par contre, maintenant, je calcule pas ce que je mange. Je mange et parfois, je finis pas. Je fais vraiment comme je le sens, mais j'ai plus jamais su frustration. Et ça, je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup de femmes, je pense dans mon cas, on souffre pas de pathologie, de choses à inverser, mais juste ce mal-être, ça m'émeut un peu. Mais ce surpoids, cette sensation d'être fatigué, de voir des photos et se dire bah merde, c'est moi. Bah oui, c'est toi. Et de se dire qu'on n'est pas capable comme les autres, parce qu'on pense qu'on n'est pas capable, parce qu'on n'y arrive pas à tenir, parce qu'au début ça marche, et puis après ça marche plus. Alors on se dit mais pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi les autres femmes elles sont bien et on se sent diminué? Et en fait c'est juste parce qu'on n'a pas les bons outils et parce qu'on n'a pas la bonne méthode. C'est un peu comme si on disait tu vas courir le marathon avec les autres, sauf qu'elles s'entraînent, qu'elles sont en basket. Et nous, on est en talon aiguille, ben, on va faire 400 mètres, on ne peut pas faire plus loin. Et on a ce sentiment d'échec tout le temps. Moi, je l'ai eu tout le temps. Je l'ai eu vraiment tout le temps. Oui, je suis d'accord. J'y arrive pas, je suis nulle, je suis machin. Alors que là, ça a été simple. Ça a été simple et en plus, on est satisfait. C'est pas c'est simple, mais je me prive, c'est simple et c'est naturel. Moi, maintenant, ce qui me fait envie, c'est de la viande. Ce qui me fait envie, c'est des bons fromages au lait cru. Voilà. Alors que je sais pas si, je connais personne qui mange autant de sucre que moi, je pense, dans mon entourage. Hein. Je veux dire, moi, un ballotin de 500 grammes de Léonidas, je pouvais me le faire. Pas de problème. J'ai un record, je ne sais pas si tu l'avais vu, tu sais, j'ai publié un témoignage écrit d'une cycliste suisse sur notre site. Tout le monde pourrait aller la retrouver. Elle a avoué, enfin, je lui ai demandé si c'était une légende ou si c'était vrai. Elle m'a dit si c'était vrai. 1 kilo de chocolat dans la nuit. Ouf. Du chocolat sucré. Hein. Ah oui, moi, c'est ce que je faisais. Avant de passer en keto. C'était vraiment, elle était plutôt végétarienne. C'était une sportive. Elle avait un gros volume d'entraînement. Et elle s'enfilait jusqu'à 1 kilo de chocolat suisse, donc peut-être du 60-70%, on va dire, avec du sucre, dans la nuit. Donc concrètement, c'est ça. Hein. Et là, du coup, elle est en keto carnivore en plus. Donc c'est une vraie révolution. Ah oui, oui. Mais moi, je tends vraiment Alors, ce que tu dis est super important parce que beaucoup de gens sont confrontés à des échecs successifs. Le régime cétogène, c'est une première victoire. Et c'est souvent un détonateur dans leur vie parce que cette réussite sur le régime cétogène leur ouvre la porte vers d'autres changements. Typiquement, j'ai vu plein de gens changer d'orientation professionnelle, devenir auto-entrepreneur, se remettre à des sports qu'ils avaient arrêtés il y a longtemps, etc. En fait, c'est ce sentiment de reprendre sa santé en main, d'avoir réussi quelque chose et ils se disent ah bah, si j'ai réussi ça, je peux peut-être réussir autre chose.
Et c'est Ça aide super beaucoup. important dans sa vie. Ouais, non, c'est vrai, ça aide pour la confiance en soi. Moi, je suis quelqu'un qui est pas très sûr de soi et tout ça, et j'arrive à m'affirmer plus. Déjà, je suis plus tranquille, moins angoissée. Je pense que ça joue aussi sur l'humeur, sur le cerveau. Je suis beaucoup plus calme. J'aurai toujours un fond inquiet, mais ça va quand même beaucoup mieux de ce côté-là. Et du coup, je ne suis jamais, j'ai jamais dévié. J'ai jamais dévié de mon alimentation, parce que j'ai pas envie de dire régime. J'ai jamais dévié de mon alimentation. Il m'est arrivé, je pense, 2 fois sortir de cétose. Alors, pas de mon fait. La première fois, bêtement, parce que j'étais en régime, enfin, j'étais en cétose depuis un mois, et on a absolument voulu me faire goûter un cocktail en disant mais non, mais il n'y a pas trop de sucre, il n'y a pas trop de sucre. Je l'ai pris. Bon, forcément, il y avait du sucre. Et j'ai été malade toute la nuit. Ça a été très violent. Et ça m'est arrivé une deuxième fois aussi où on m'a servi un soda. J'avais demandé sans sucre. C'était pareil, une occasion. Et Mhm. on m'a servi avec sucre. Et ça a été absolument terrible. J'ai dû vomir pendant 3 ou 4 heures avec des suées, vraiment des sueurs froides. Là, la migraine, par contre, pour le coup, la migraine était revenue. Ouais. Ça a été extrêmement violent. Donc, ça a été les 2 seules fois. Donc, maintenant, je contrôle tout ce que j'ingère. Et de toute façon, un soda, c'est vraiment très, très exceptionnel. Un soda sans sucre, bien sûr, c'est vraiment très, très exceptionnel. Comme l'alcool, parce que je le tolère plus. Ça, c'est. Alors, j'aime bien boire un verre. J'aimerais bien boire un verre de champagne, mais c'est compliqué. Je crois que mon corps, il n'en veut pas. Moi, j'aime bien, mon corps, non. Donc, En fait, je ça, tends vers le pour zéro. expliquer ce phénomène, il faut bien comprendre le truc, c'est que euh, l'alcool, donc l'éthanol, est un toxique pour le corps, que ce soit bien clair. Le corps, étant donné que c'est un toxique, il faut voir concrètement au niveau chimique, biochimique ce qui se passe. Il a intérêt à traiter ça vite fait. Le problème, c'est que quand on est dans un régime occidental riche en glucides, en fait, cet alcool vient un peu prendre la place des glucides. C'est-à-dire que le foie il est déjà occupé à traiter le glucose, qui est en masse, et du coup, il met du temps à traiter l'alcool. Et quand on est dans un régime cétogène, il n'y a plus le problème glucose, il n'y a plus le problème glucides d'alimentation. Du coup, il n'a que ça à faire de traiter l'alcool. Et c'est ultra rapide, en fait. Mais la priorité oxydative dans le corps, en numéro un, c'est l'alcool. Sauf qu'en régime cétogène, ça va encore plus vite. C'est pour ça que les gens, ils arrivent à atteindre l'état d'ébriété 2 fois plus vite ou avec Ah, 2 fois moins d'alcool. Si tu as une certaine sensation avec 3 verres, eh ben, tu vas l'avoir avec 1 verre et demi en céto. Voilà, pour faire simple. oui, mais je pense qu'à terme, l'alcool, c'est fini parce que je ne le tolère plus. C'est la seule chose qui peut me donner des maux de tête, plus des migraines, mais des maux de tête. Donc, bon, bah, clairement, je m'en passe. Et c'est rigolo parce qu'on a de la littérature scientifique qui nous explique comment le régime cétogène vient en aide aux alcooliques. C'est-à-dire que ça aide à l'alcoolique. Quand je dis alcoolique, c'est des gens Oui, qui consomment beaucoup d'alcool tous les jours de façon systématique, de sortir de l'alcoolisme. parce Donc le qu'il régime diminue. cétogène devrait être un protocole standardisé chez les gens qui luttent contre l'alcoolisme. Ouais. Donc, Voilà. voilà. Donc, ça, c'est pareil. Je tends vers le zéro. Mm. Euh, pour ce qui est donc de mes journées, c'est principalement donc viande, fromage. Il peut m'arriver encore de faire des desserts, c'est tôt, parce qu'on aime bien. Mais voilà, c'est un peu les glucides que je me choisis. Mais c'est pas. Enfin, souvent c'est un petit dessert, 3 grammes de glucides. Voilà, j'en prends un et je me dis, bah, c'est à peu près la seule source de glucides de la journée. Donc je dois être vraiment très en dessous des 20, mais c'est ce Ouais. qui me convient. Et puis encore une fois, je ne calcule pas. Donc, mais je me dis, ça, j'y ai le droit. Donc c'est pas tous les jours, mais là, j'ai fait des petites panna cotta au café, tu vois, avec de la lulose. J'ai calculé, elles doivent être à 2,5 grammes. J'ai regardé, du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu. Voilà, une panna cotta, 2,5 grammes de glucides. Je préfère ça qu'un morceau de pain céto. Voilà, c'est juste, ça s'arrête là. C'est de faire vraiment ce qu'on a envie. Moi, c'est pareil. Je suis en carnivore diète 95-98% du temps. Je calcule même pas. Et de temps en temps, j'ai envie. Et encore, j'ai des recettes. J'ai fait une nouvelle recette de crêpes carnivores qu'on se fait quasiment systématiquement tous les dimanches. Et il y a plein de choses à développer parce que le régime cétogène, c'est aussi un terrain de jeu. Concrètement, quand on a compris comment ça fonctionnait, les aliments qu'on avait à disposition, ben, on se pose la question, qu'est-ce que je peux faire avec ça ou comment je peux le travailler? Et c'est ça qui est intéressant parce que dans la cuisine française, il y a déjà 8500 recettes établies, tout a déjà été plus ou moins fait. Les passer en keto, c'est un plaisir intellectuel, quoi. Voilà. Ah, j'adore. Moi, j'essaie beaucoup enfin, voilà, de faire plein de choses comme ça, Ah oui? d'essayer des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Mais moi, je pense qu'on arrive à refaire beaucoup de recettes qu'on avait Ah oui, oui, bien sûr. avant non céto.
Et même manger à l'extérieur, c'est pas un souci. Ça, c'est pareil. On entend souvent, ah, mais comment je fais à l'extérieur? C'est facile, franchement. Ouais. À moins d'aimer que les restaurants italiens, où là, oui, ça va être compliqué. Et Pour le même faire toujours reste, une salade avec du jambon, de la mozzarella, des choses comme ça, une voilà. Mais escalope, tu manges sinon, une une escalope, viande, un légume, une sauce, partout. Et j'ai envie de dire partout dans le monde, quand oui. on voyage, même dans des pays où parfois ça pourrait être un peu compliqué, on arrive toujours à Et les seuls nourrir. endroits, tu vois, on en a discuté avec Mathieu dans son interview. Lui, Oui, il a beaucoup voyagé. Il était en Malaisie. Il a expliqué oui, qu'en Malaisie, c'était compliqué parce que c'était très urbanisé, très junk food américaine, des trucs comme ça. Bon, pourquoi pas. À la limite, il rentre dans un truc à burger, il prend juste les pâtisses de bœuf et puis voilà. Et après, nous, je l'ai déjà dit, hein, les réserves indiennes américaines, c'est compliqué parce que c'est très, très pauvre. Très pauvre dans le sens, pas très pauvre pas comme un pays du tiers-monde, mais très pauvre dans le sens où c'est des gens je pense qu'ils ont, la culture américaine n'a pas été comprise. Du coup, ils ont presque tout le pire de la culture américaine. Et du coup, c'est même presque impossible de rentrer dans un supermarché et d'avoir quelque chose de brut. Une viande brute, des légumes bruts, tu les as même pas. Hein. Tu d'accord. as tous les rayons surgelés, tu as 2 rayons de chips complets, tu as 2 rayons complets de soda, tu as tout un tas de trucs préparés. Mais avoir un rayon boucherie, avoir un rayon légumes frais, tu l'as même plus. Hein. Voilà. Là, c'est difficile. On l'a expérimenté. Sinon, après, on a voyagé partout dans le monde, les îles du Pacifique. Il y a toujours, au pire, il faut manger local. Techniquement, C'est il y a des ça. endroits où ils vont être beaucoup plus sur le poisson. Bah, tu vas manger plus de poisson. On a été dans des pays où ils étaient plus sur les légumes. Alors, tu manges des légumes sous toutes leurs formes. Et ben, tu vas manger moins de viande, moins de poisson et plus de légumes. Mais ça s'arrange toujours. On y arrive toujours. Et je pense en plus qu'ici, en France, c'est pas un souci encore. On En trouve France, encore surtout. Ah oui. on trouve encore beaucoup de bonnes choses, beaucoup de choses simples, beaucoup de choses brutes. Donc ça, Mm. c'est pas un Puis je le dis souci. toujours, hein, moi, le truc simple, vous êtes paumé, vous êtes dans un coin, vous ne connaissez pas, le réflexe standard français, on va à la boulangerie. C'est standard, ça. Boulangerie, tu vas avoir quiche, croissant, croissant au jambon, sandwich, etc. Et bien, juste à côté, il y a souvent un boucher Mm. ou un charcutier ou un fromager. Et vous allez trouver de quoi manger à l'arrache en 3 secondes qui va remplacer le sandwich jambon beurre que vous mangez avant. Voilà, c'est réglé. Mais oui, oui, on peut vraiment faire tout simple. Donc voilà, moi mes journées s'organisent comme ça. Généralement, je mange pas le soir. Alors le week-end, parfois, je ne mange pas le matin parce que on va être invité le soir ou des choses comme ça. Et donc le dimanche, il m'arrive souvent de faire un seul repas parce que si on est sorti le samedi soir, bah, je mange pas le matin, je mange le midi et j'ai pas souvent faim le soir. Donc c'est Tu as dit que tu avais trouvé un bienfait en éliminant relativement souvent le dîner et en oh, passant plus sur un petit déjeuner. Et ça, je l'ai conseillé à beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont revenus de ça. Sans rien changer dans la ventilation en macronutriments, passer leur repas du soir au matin, un petit déjeuner par rapport au dîner, c'est incomparable. Et ça peut relancer une perte de poids qui était un ah peu bah moi freinée ça l'a quand relancé. Ça l'a même. relancé. J'étais stable depuis, je sais pas, 4-5 ans, hein, je pense. Et là, ça fait depuis mois de juin, j'ai dû perdre 5 kilos. Mais sans rien changer. Je veux dire, je mange à peu Les près. calories, ça compte pas tant que ça. Hein. Ça compte Ah, voire les même calories pas du ne tout. comptent pas. Voilà, tu vois. Et beaucoup de gens, en fait, sont freinés avec cet aspect calories. En particulier, donner des calories aux protéines, ça n'a pas de sens. Que c'est pas l'objectif, c'est pas que les protéines soient de l'énergie. Donc, si on voulait mettre des calories, ce serait que sur les lipides et que sur les glucides. Mais cette notion de ventilation de repas, 3 repas, 5 repas, 2 repas, un repas, enfin, c'est vraiment très différent selon où tu le places. Hein. Et des Mais gens, oui, le dîner, il faut bien comprendre que si vous faites un dîner à 20h et que vous vous couchez à 22h, la digestion, elle n'est pas faite. Hein. C'est impossible. Donc, quand on regarde un gros repas bien, avec une bonne satiété, le temps qu'il prend, bah, idéalement, il faudrait le faire le midi, ou même le matin, ou réparti entre le matin et le midi, mais, ou en tout cas, si c'est le soir, le plus tôt possible. Nous, en France, c'est compliqué de dîner à 17h, toi. Aux États-Unis, tous les restaurants ils sont ouverts à 17h, donc c'est facile. Tu peux dire, je fais un bah dîner à oui. 17h. En France, avant 19h, c'est compliqué. Ah bah, on Et peut tu en pas. sors à 20h. Et ça va pas. Ah oui, oui, et moi je dors beaucoup mieux. Enfin, le Oui. sommeil, de toute façon, c'est vraiment quelque chose qui s'est aussi amélioré. J'avais pas de gros soucis de sommeil, mais parfois des réveils dans la nuit. Pas de difficulté d'endormissement, mais plutôt des réveils dans la nuit et c'est terminé. Hein. Maintenant, je me couche maximum à 22h. Mes enfants rigolent, c'est sûr, on se couche avec les poules. Mais voilà, on s'endort 22h, 21h30, 22h, et on se réveille Allez voir naturellement les à 5 poules, heures. hein, parce qu'en France, à 18h, il fait nuit, là. À 18h, Ouais, elles dorment. Hein. mais voilà. Et franchement, moi, ça nous convient très bien. Et je me réveille naturellement à 5h, 5h30.
bien dormi, pas fatigué, impeccable, quoi. Ça aussi, ça fait beaucoup de bien, hein, quand le sommeil, Oui, quand on a un cycle très bien. Ce qui fait que je peux me dormir une fois plus tard dans la semaine, sortir un samedi, mais j'apprécie mon rythme comme ça, c'est naturel, hein. Franchement, et pas de moi cachet. je l'ai expérimenté moi-même, beaucoup de gens se réveillent le matin fatigués et ça c'est problématique, c'est pas normal. Donc il y a tout un tas de choses à faire avant pour retrouver ça et alors quand on se lève le matin, souvent spontanément les gens, se lèvent à 5h30, 6h, 6h30 sans réveil. Alors là, c'est génial. Tu te lèves à cette heure-là, sans réveil, en pleine forme, Jamais. tu revis. En pleine forme et avec un bon moral. Moi, c'est quelque chose aussi. Je l'avais pas avant. Je l'avais pas. Peut-être le surpoids, les choses comme ça, peut-être ça jouait. Mais maintenant, je me réveille le matin, je suis heureuse. C'est une des premières pensées qui me vient le matin. Ça va bien, quoi. Je trouve qu'on relativise. Je ne sais pas s'il y a quelque chose au niveau de la chimie du cerveau, mais Bien sûr. je suis moins inquiète, je relativise plus les choses. Je suis toujours un peu inquiète, mais avant, j'étais angoissée. Et maintenant, je ne me réveille pas angoissée. Et ça, ça fait beaucoup aussi. Voilà ce qui se passe au niveau de la recomposition du microbiote intestinal, la production des neurotransmetteurs, en particulier des GABA. Ça a été beaucoup étudié, par exemple, pour le spectre autistique, régime cétogène, recomposition du microbiote et spectre autistique. Ça a été beaucoup étudié sur l'épilepsie. Tu vois, on sait que le régime cétogène réduit, voire supprime les crises d'épilepsie. OK, ça c'est fait, c'est prouvé, il n'y a pas de problème. Maintenant, la vraie explication fine, on ne l'a pas encore. On n'a pas encore tout le cheminement. Il y a des hypothèses qui sont posées, mais ce n'est pas encore vraiment bien prouvé. Alors, moi, je pense qu'une des explications, c'est clairement une recomposition du microbiote intestinal et un équilibre entre les neurotransmetteurs qui vont calmer ton cerveau et ceux qui vont exciter ton cerveau avec un autre équilibre. Les glucides participent en fait à une surexcitation du cerveau en permanence. Voilà. Le glutamate, les GABA, tout ça, c'est des choses extrêmement importantes. Et c'est vrai qu'on a un état d'esprit, une sérénité différente avec un régime cétogène par rapport à un régime riche en glucides. Ah oui, moi, ça m'a vraiment calmée, je pense. Donc ça, c'est super aussi. Et là, en ce moment, on essaie de se mettre au bain froid, Il exposition au froid. C'est un peu parfois compliqué. faut y aller Mais tranquillement, doucement au début. Faut y oui, aller on a doucement. acheté un bac. D'accord. Donc on l'a mis dans la véranda qui n'est pas chauffée. Donc ça descend progressivement avec la température hivernale. Donc on a commencé à 14 degrés. Déjà, je disais, ouh. Et maintenant, elle doit être à 6. Donc voilà, on baisse le temps. On fait à peu près 1 minute par degré. Donc voilà, on fait 5-6 minutes. On essaie de le faire plusieurs fois dans la semaine. François-Xavier, mon mari, il le fait beaucoup plus que moi, mais il est très, très discipliné. Mais c'est intéressant aussi. Et on se sent bien après. Ouais, parce que c'est pareil, ça c'est comme l'exposition à la lumière. En fait, on s'en est pas rendu compte. Nous avons dominé notre environnement. Et nous sommes dans un environnement qu'on appelle thermoneutre. C'est-à-dire que l'été, on a la Oui, clim, l'hiver, on a le chauffage. Il y a le chauffage dans les voitures, le chauffage au bureau, le chauffage à la salle de sport, le chauffage même dans les sous-sols de parking. Bon. Du coup, notre corps n'a plus jamais la nécessité de produire de la chaleur pour nous maintenir en vie. La chaleur qui est autour de nous, elle nous suffit. Bon. Et on a perdu la capacité à produire de la chaleur, en particulier avec notre graisse brune. On a une graisse particulière. La graisse, ce n'est pas un organe qui sert à rien, qu'il faudrait retirer ou je ne sais pas quoi. C'est un organe qui participe à des productions hormonales extrêmement importantes. La graisse, c'est noble, mais on a plusieurs types de graisse. On a une graisse qu'on appelle brune. Celle-là, elle est vascularisée et elle vient produire de la chaleur pour nous maintenir en vie. Le petit bébé qui vient de naître est bien équipé de graisse brune, parce que lui, c'est vital à court terme. Et c'est comme ça que tu vois, par exemple, des photos anciennes, voire relativement récentes, de bébés qui sont mis en Sibérie à moins 30 dehors. Les petits-enfants dans les écoles sibériennes, 4-5 ans, ils sont presque nus, on leur jette des seaux d'eau dessus, il fait moins 30 et ils vont très bien. Bah oui, parce que l'être humain, en fait, à la base, il est fait pour résister à ça. On est parfaitement adapté à ça. Mais on perd la fonction. oui, mais c'est pas notre culture, je pense, en France. C'est pas notre culture. Ça passera même pour de la maltraitance sur les enfants en France. Hein. Un parent Mais qui ferait ça, il va en tôle. Hein. dans les pays, je pense en Suède, Norvège, Oui, on voit souvent les bébés qui font la sieste dehors quand ils les mettent en poussette. Ils mettent la poussette dehors un petit peu et ça se passe très bien. Et au culturel. contraire, ils attrapent beaucoup moins de choses. Et ça aide aussi pour se donner un petit coup de boost. Donc là, on essaye aussi. Enfin, on essaye, Oui, non, on continue. On oui. continue. Et Mais la graisse brune, je donne juste un indicateur. Hein. Vous pouvez la développer en réduisant la température dans votre chambre. Quand vous passez une chambre en dessous de 19 degrés, idéalement, par exemple, pour que ça ait un 17-18. impact, ouais, 16 degrés, 16-17 degrés, c'est un peu frais, mais là, vous fabriquez de la graisse brune la nuit.
Une douche froide, ça marche. Un bain froid, ça marche. Mais c'est des centaines de kilocalories d'énergie dépensées en quelques minutes. Hein. C'est juste énorme, ça. Donc, quand on a ce signal de attention, il va falloir que le corps produise du chaud. La graisse brune se développe. Alors, ça prend des semaines, ça prend des mois, etc. Mais à la fin, on devient vraiment un être capable de générer de la chaleur. Et moi, je vois des athlètes ici parce que à Boulder, tu as un meet-up, c'est des réunions, c'est une association, et ils font des réunions, et tous les vendredis, ils ont des bains froids dans la rivière qui coule du glacier qui est derrière. Donc l'eau, en ce moment, elle est à zéro. Hein. Elle coule, Oui, mais elle est à zéro, c'est bordé de glace à côté, tout ça. On voit des gens très athlétiques, un homme d'1 m 80, 85 kilos en muscles, il sort de là-dedans, mais il fume littéralement. Ah ouais, je me doute. C'est-à-dire qu'il n'a pas froid, il y a une génération de chaleur, c'est devenu un puits métabolique, c'est-à-dire que sa graisse brune absorbe l'énergie pour restituer sous forme de chaleur, mais c'est devenu un four. Voilà. Et ça prend un peu de temps pour recréer cette graisse brune. Mais cette graisse brune est même utile, par exemple, dans la lutte contre le cancer. Parce qu'elle vient priver la cellule cancéreuse de glucose. C'est logique, parce qu'en fait, la cellule cancéreuse devient en compétition avec la graisse brune pour le même glucose. Donc, c'est un aspirateur à glucose, cette graisse brune. Hein. C'est pour ça que ça a un vrai intérêt. Enfin, à la base, tout être humain doit être bien équipé de graisse brune et on doit être résistant au froid. Mais on a perdu la fonction. Et c'est pour ça que ce que tu fais, les bains froids, c'est une façon de se rééduquer et de recréer ce que normalement on fait Donc normalement. on essaie de le faire parce que ça va pas être possible par exemple en été, mais on va le faire. Enfin, après, il y aura toujours les douches froides. Mais, Tu sais mais comment on ils font essaie les gens bon, ici ou ailleurs, pas cher, ils récupèrent des congélateurs d'occasion. Des fois, tu as des déchetteries, les gens veulent pas de congélateur, tu peux l'avoir gratuitement presque. Et ben ils prennent le congélateur et ils le remplissent d'eau à moitié, ils en font une baignoire en fait. Et ils laissent et ils dehors. bronchent quelques heures. Voilà. Même Donc pas. du coup, t'es tout le temps avec de l'eau glacée dedans. Hein. Tu casses la glace en fait et tu rentres dedans. Oh, c'est Et ça coûte super. rien. Ça te fait une piscine pas chère. Voilà. Bah, ici, dans la véranda, ça coûte rien du tout. Oui, oui, Et oui. Non, mais l'été, ton eau elle l'été, va ça être va être à 20 compliqué ou dans la 25. véranda. Non, c'est pas possible. Mais bon, voilà, ça, c'est des choses qui, je pense, nous aident aussi au quotidien à passer enfin voilà, à améliorer notre santé. Et chose aussi sur laquelle je voulais rebondir, c'est que je pense que ça m'aide aussi. Moi, je suis en préménopause, voire même pas loin de la ménopause, et j'ai aucun symptôme. Rien du tout. J'ai des personnes, forcément des amis de mon âge, des connaissances. C'est compliqué, il y a des bouffées de chaleur, il y a et puis d'autres symptômes. J'ai rien du tout. Alors pourvu que ça dure, j'ai envie de te dire, mais j'ai Ça va rien. durer. Ouais. Voilà, J'avais expliqué dans Bonjour Keto que j'ai dédié un peu aux femmes parce que Nelly l'avait voulu d'abord pour les femmes. C'est pour ça que j'ai écrit des choses sur le cycle hormonal et tout ça et que j'ai dit aussi que c'était la meilleure approche alimentaire pour la périménopause, ménopause. voilà. C'est ce qui me permettra de passer cette étape le plus facilement possible. Le plus sereinement. Moi, franchement, à part l'absence de règles, je n'ai aucun symptôme, aucune douleur, aucune. Voilà, donc ça aide aussi, je pense, parce que pour certaines personnes, ça peut être très compliqué quand même. Et ça fait beaucoup de bien. Ça fait, enfin, moi, la vie continue, quoi. C'est juste une étape. Et puis, je vais pas dire que je me suis jamais sentie aussi jeune, mais. Tu symbolises vraiment ce que je veux faire avec le régime cétogène, c'est-à-dire le désacraliser, en rendre quelque chose de simple, on ne calcule pas, on fait Voilà. spontanément les choses, on se focalise sur la qualité de sa nourriture, on cuisine selon ses envies, on mange à satiété. Il y a pas de contrainte en fait, c'est Non, simple. pas du tout. Moi, ça m'a enlevé les contraintes. C'était beaucoup plus problématique quand je mangeais 1000 ou 1200 calories, que je faisais un plateau et que je comptais, par exemple, je devais compter des points. Alors, j'avais une cracotte, un morceau de fromage, de la soupe faite avec de la flotte, un steak haché cuit dans une poêle anti-adhésive sans matière grasse. Ça, c'est pareil, c'est terminé. Voilà, c'était plus compliqué. Et puis, j'avais quelque chose qui n'était jamais. Bah, j'étais pas à satiété, c'était pas satisfaisant et ça marchait pas longtemps. Donc non, c'est facile. C'est vraiment quelque chose qu'il faut dire aux gens, c'est que c'est facile. Il suffit juste d'arrêter de croire à ce qu'on nous a toujours fait croire. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Moi, je sors d'une famille de gens du Nord où on mangeait des féculents à tous les repas. Ah mais Et ça, je suis d'accord avec toi. Moi, typiquement, mes parents, ils avaient un grand jardin, c'était 700 pieds de patates par an, tous les ans. Enfin, mon et la grand-père patate, disait c'était c'est impossible de indispensable, pas c'est manger la de base, patates. quoi. Bah voilà. Pain, patate, c'est la base. Voilà. Et moi, je mangeais beaucoup de pâtes. On aimait beaucoup les pâtes aussi. Et je m'en suis complètement passée. C'est vraiment, des fois, on me dit ça te manque pas. Je dis,
Non, ça n'a pas de goût en fait. Les pâtes, ce qui est bon, c'est l'accompagnement, c'est le volume que ça fait. Mais j'ai passé complètement le cap. Je peux faire des carbonara, mais sans pâtes. Ouais. Tu sais, je vais te faire saliver, mais on en a essayé, parce qu'ici aux États-Unis, ils développent un tas de trucs. Tu as beaucoup de vraiment de junk food, et y compris maintenant de la junk food keto. Et techniquement, c'est de la merde. Je conseille à personne Ouais, d'utiliser ça. C'est du 1 pour 1. Donc les gens, ils mangent du pain, hop, on leur a fait un pain keto. Mais quand tu regardes la liste d'ingrédients, premier ingrédient, gluten en farine de masse. blé. Deuxième ingrédient, alors après, tout un tas d'amidon qu'ils ont modifié, mais ça, j'ai toujours alerté. Chez certaines personnes, cet amidon peut faire monter la glycémie, selon la composition du microbiote. C'est-à-dire, c'est la même chose. On va dire que c'est de l'amidon résistant, c'est pas des glucides. On te passe ça en fibres. OK? J'ai 9 personnes sur 10, c'est ce qui va se passer. Et chez 1 sur 10, c'est pas du tout ce qui va se passer. La glycémie, elle va être au plafond. Donc, on peut pas conseiller ce type d'aliment. Et puis après, tu as des gommes de guar, gommes de xanthane, toutes les autres, qui donnent des textures qui sont très mauvaises pour la perméabilité intestinale en particulier. Donc, il faut sortir de ça. Mais par contre, ils ont inventé des trucs qui sont sympas. On a essayé ça, juste un paquet pour tester. Ici, on a trouvé des paquets de pâtes faites avec de la farine de lupin. Ah oui, C'est simplement de la j'avoue. farine de lupin. Il n'y a que du lupin dedans. Et tu les as en coquillettes, en spaghetti, je crois. On a essayé ça. On s'est fait un petit bol de coquillettes, jambon, fromage. Il y avait, en gros, dans le bol, il y avait quand même 10 grammes de glucides. Mais c'est de mémoire le quart d'un bol de pâtes standard de blé Ah oui. dur. Voilà. Donc voilà, ça peut être sympa de temps en temps, ou pour réduire les glucides chez les enfants, des choses comme ça, ou pour passer en transition. Bon, voilà. Mais je suis d'accord, moi-même, j'ai plus cette appétence. D'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose d'important. Quand j'ai démarré mon régime cétogène en 2013, je n'avais pas imaginé passer sur un régime carnivore. Et même quand on a Ah, écrit moi non notre plus. deuxième livre qui était en 2017, enfin on l'a écrit en 2016, mais il est publié en 2017, le régime carnivore en zone anglophone n'existait quasiment pas. Il y avait des écrits, des vieilles expériences carnivores dans les années 20, 50, etc. Mais c'est tout. Et c'est finalement comme toi, avec l'expérience, le temps, les années, 2018, de moins en moins envie de légumes. Donc les légumes commencent à disparaître de mon assiette. Et puis on arrive sur un régime carnivore, pas parce qu'on l'a décidé, mais c'est juste parce que ça devient évident, quoi. Ça devient normal. On n'a Ouais. plus besoin de légumes. Non, le goût se tourne vers ça. Et ça aussi, il y a quand même encore. Maintenant en France, ça se développe aussi quand même le keto, mais dans le sens le marketing keto. Et là, il commence, je pense, à en avoir beaucoup. On trouve beaucoup de sites. Et enfin, je suis personne pour alerter, mais ne vous tournez pas vers ça. Je veux dire, il y a beaucoup de choses de pâte à tartiner, de choses comme ça. Et en fait, quand on regarde les compositions, c'est juste affolant. Oui, Quand on dit que c'est simple, c'est simple. Je veux dire, oui, on n'a pas besoin. Moi, je me méfie de tout ce qui est écrit keto, en fait. oui, oui, je C'est comprends. Tu as raison. voilà. C'est pas, ça peut aider, ça peut peut-être pour le départ, peut-être pour se passer, si quelqu'un est un gros consommateur de Nutella, passer sur une pâte à tartiner keto. Mais après, c'est très simple de le faire soi-même. Oui, tout à fait. On l'a Et, dit. Par et exemple, on avait parlé, tu sais, de l'amande torréfiée de chez Damiano qu'on trouve au magasin oh, bio. oui, Celle-là, elle est à Sedanais. Et c'est juste de l'amande, en fait, de l'amande grillée. Bon, et elle a c'est pas 3 bonne grammes de qualité. glucides au 100 grammes. Voilà, vous prenez C'est ça, vous rien. mettez ça sur une crêpe ou ça sur une tranche de pain keto, etc. Mais c'est juste génial. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Quand vous commencez à avoir des produits avec des listes d'ingrédients dont vous ne connaissez pas les noms, Voilà. vous laissez tomber. Et il y a beaucoup de choses keto avec du maltitol. Ça, c'est Oui, en oui, France, oui, on je suis en a. d'accord. En France, Oui, en Europe. En Europe, je ne sais pas si c'est le cas aux États-Unis, mais en Europe, il y a beaucoup de choses qui se vendent sur les sites et des chocolats, des choses comme ça, et c'est maltitol. Et moi, c'est alors, un truc que je ne en supporte fait, pas. pour avoir essayé, pour en parler avec des chocolatiers, etc., le problème alors, déjà, premièrement, il y a beaucoup de cacao de merde. Et pour masquer ce goût de merde, on sucre. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Pour faire un chocolat 100%, il faut vraiment une fève aux petits oignons parce que la moindre amertume, etc., va se voir tout de suite. Donc, c'est réservé que pour le top du cacao. Maintenant, quand on veut commencer à faire des choses avec des sucrants alternatifs, il y a des vrais problèmes de texture. Alors, tu prends l'érythrétol va réagir d'une certaine manière, la hulose va réagir d'une autre, etc. Et c'est compliqué à travailler avec le chocolat. Mm. Et honnêtement, aujourd'hui, pour moi, la vraie bonne et unique solution sur le chocolat en cétogène, c'est du 100%. Point barre. On peut faire un très bon chocolat 100%. On peut injecter ce qu'on veut dedans, typiquement des amandes concassées, des noisettes torréfiées, etc. Ça pose aucun problème. On peut faire. Par contre, quand on veut commencer à mettre du sucre alternatif dedans, déjà, ça n'a pas de sens, puisqu'on peut faire un très bon chocolat 100%. Pourquoi aller mettre 30% ou 40% d'un sucrant de merde? Ça n'a pas de sens. On peut le faire à 100%.
Même à la limite, pourquoi pas faire un chocolat au lait, entre guillemets, mais sans sucre ajouté. On peut faire ça aussi. Il n'y a pas besoin de mettre ni d'allulose, ni d'érythritol, ni de maltitol, ni de sorbitol dans du chocolat. Donc, tous ces chocolats-là, poubelle. Vous avez un choix énorme de chocolat 100%, y compris des chocolatiers locaux, qui sont très bons. Vous allez voir justement la différence entre l'un et l'autre, entre un bon et un mauvais. Là, vous allez le voir vraiment. Moi, je vous conseille vraiment de rester sur du 100%. Oui, bah c'est ce qu'on fait parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais il se vend beaucoup de choses maintenant transformées et de plus en plus. Et au départ, et voilà, et on nous vend il y a encore beaucoup de Alors, pages. un autre aspect que les gens ne comprennent pas, le sucre ne coûte pas cher. Les protéines coûtent cher, les lipides coûtent cher, mais le sucre, les glucides coûtent rien, vraiment. Donc, quand vous regardez par exemple un pot de ketchup et que dans ce ketchup, il n'y a que de la tomate, ben, il est forcé qu'il coûte beaucoup plus cher que le pot d'à côté où il y a 50% de sucre dedans. Ça coûte moins cher de mettre du sucre dans un pot de ketchup que de mettre de la tomate. Ah bah oui. Voilà. Et c'est ça, c'est Comme un le problème. cacao. C'est pour ça qu'ils injectent beaucoup de sucre partout. Et du sucre, pour le masquer, on va mettre du sel. Et du coup, on peut rajouter de l'eau. Et c'est pour ça aussi que vous avez des tranches de jambon industriel qui pissent la flotte. Parce qu'en fait, là-dedans, vous avez 60% de porc, 60%. Et après, là-dedans, on vous a injecté du sel, de l'eau et du sucre pour masquer l'ensemble. Voilà. Et ces trois-là, ils coûtent beaucoup moins cher que le même Que le poids porc, bien sûr. en porc. Voilà. Donc voilà. C'est juste pour dire de peut-être pas se tourner vers des choses comme ça, de faire au plus simple. Parce que, voilà. Et c'est ce qui revient le moins cher aussi. Parce que 1 kilo de chocolat 100%, ça coûte plus cher, mais on en mange beaucoup moins et on en met beaucoup moins dans les préparations aussi. Donc, et on peut faire ses propres chocolats, on peut y arriver. Hein. Encore une fois, oui, alors, en plus, quand tu dis des prix, là, franchement, on a été les premiers à parler de la chocolaterie Robert. On a fait un article en 2017 sur le site. Moi, c'est vrai que quand je l'ai goûté, j'étais très, très, très surpris de cette qualité, de cette douceur, parce que c'est des bonnes fèves. Et à l'époque, c'était quelque chose comme 28 € le kilo. Ça fait 2,80 € les 100 grammes. Ce qui veut dire moins cher que n'importe quel chocolat de merde en supermarché. Exactement. Moins cher que les 100% de supermarché qui ont souvent un goût de carton. Et vous achetez du sucre. Voilà, parce que le beurre de cacao coûte cher en fait. Hein. Le beurre de cacao coûte cher. Quand tu prends vraiment du chocolat, du vrai chocolat de merde, ils te retirent le beurre de cacao et ils vont te mettre des huiles végétales dedans. Parce qu'elles coûtent encore beaucoup moins cher. Le beurre de cacao est coûteux. Donc si tu veux faire du chocolat le moins cher possible, on va même virer le beurre de cacao et on va mettre une autre huile, une graisse de palme ou je ne sais pas quoi, mais on va mettre autre chose. Voilà. Et aujourd'hui, arriver à un tel chocolat, chocolaterie Robert, il y en a d'autres, il n'y a pas que, mais eux. Non, mais ils sont très bien. Il y a le gros paquet d'1 kilo. Je ne sais pas à combien il est en ce moment, mais quand nous, on était en France, il était, je crois, de 28 ou 30 € le kilo. Ça fait 2,80 €, 3 € la tablette de 100 grammes pour une qualité pareille. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Il est toujours à peu près à ces prix-là. Je pense qu'il doit être 32, quelque chose comme ça. Voilà. Avec l'inflation, c'est pas 3,20 € la tablette de 100 grammes. 3,20 €. Exactement. Et avec 1 kilo, on peut faire très longtemps, franchement. Pour te dire, on en a emmené 8 kilos dans le conteneur quand on est parti de France vers les États-Unis. On était content de les retrouver et j'en ai encore. Ah oui, moi j'en ai acheté il y a plus de 6 mois et j'en ai encore. Donc, bon, je dis 6 mois, ouais, en plein. Donc, voilà. Mais voilà, essayez d'aller au plus simple. Au plus simple. Et de la pâtisserie, justement, dans vos livres, il y a de quoi faire des choses. Si c'est la béquille, il y a de quoi faire des choses. Si c'est les pâtes, il y a de quoi faire aussi. On peut se faire des spaghettis. Moi, j'ai fait souvent la recette de Nelly avec le radis noir. Qui est très très bonne, qui perd toute sa piquance une fois qu'il est poêlé. On peut faire avec de la courge de spaghetti. On peut vraiment trouver une béquille, un doudou, comme tu disais, au départ qui nous aide. Et puis après, moi, ça, par exemple, un petit dessert, ça m'accompagne tout le temps. Enfin, tout le temps, souvent, c'est les glucides que je choisis. J'en prends un par jour ou un tous les 2 jours, ça dépend. Mais ça me fait du bien. Et c'est à peu près les seuls glucides que je consomme. Le reste du temps, c'est pratiquement que du carnivore. Moi, je te félicite vraiment parce que, honnêtement, tu t'es accaparé le régime cétogène et tu l'as formulé pour toi. Et c'est ce que je dis aux gens, trouvez ce qui vous convient à vous. Le régime de l'un, c'est pas forcément l'autre. Cherchez les ingrédients qui vous plaisent. Accaparez-vous le régime cétogène. Voilà, et puis faites vos petites recherches quand vous vous posez une question. J'achète beaucoup de livres, j'achète encore beaucoup de livres, mais en fait, c'est pas des livres de recettes. Déjà, il y en a
Voilà. Ça, c'est pareil, c'est un truc sur le marché keto. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties ces dernières années. Et je pense que 98%, c'est pas, c'est pas de la qualité. On va pas se mentir. Il y a des influenceurs qui ont sorti des livres, il y a des choses comme ça. C'est ni fait ni à faire, c'est du n'importe quoi, c'est du marketing. Faites simple, et puis après, peut-être un petit peu de. Voilà, si vous posez une question, la recherche, vous pouvez la trouver sur Internet. On peut la trouver dans la Ceto Academy, ou alors, bah, voilà, acheter un livre. Moi, je pars souvent en vacances avec un livre. Mm. J'étais partie une fois avec Marité Newport. Oui, Euh, oui, pionnière sur le voilà. régime cétogène, l'huile de Je l'aime coco pour son beaucoup mari qui a aussi. Alzheimer. Très bon livre. Voilà. Et voilà. Et d'autres comme, comment dire, merde, Tim Noakes, tout ça. J'achète un livre et puis je le prends pour les vacances et ça me passionne aussi bien qu'un polar parce que quand on apprend des choses et on est content et ça nous conforte. Moi, ça me conforte dans le fait que j'ai fait le bon choix pour moi. On me dit souvent, est-ce que tu le conseilles? Je dis non. Faites comme vous le sentez, faites comme vous le voulez, déjà parce que c'est un cap à passer. Par contre, une fois que c'est passé, c'est extrêmement simple, c'est facile, mais moi, je sais que ça a inversé tous mes soucis de santé. Et qui aurait pu naître aussi. Tu disais l'hypertension. Moi, mon médecin était à deux doigts de me donner Oui. bien sûr, mais ça, le surpoids, la fatigue, le moral, tout est inversé. Donc, et mon asthme s'améliore. Donc, je sais que je suis sur la bonne voie pour moi. Oui. Et Voilà. puis, tu as vu que c'était un peu la boîte de Pandore, c'est-à-dire l'alimentation change radicalement, tu vois beaucoup de bienfaits, du coup, tu te dis qu'est-ce que je peux plugger là-dessus. Donc, tu parlais de l'exposition au froid, ça pourrait être le sport, ça pourrait être les micronutriments, des suppléments, des choses comme ça. Et on s'aperçoit qu'en fait, on peut améliorer ou le sommeil, beaucoup de choses Ah ouais, en partant énormément. de cette réussite sur la nutrition. Voilà, juste avec la nutrition. Et ça, je pense que c'est aussi un petit problème français. Les gens ont du mal à croire qu'ils peuvent être en bonne santé sans prendre des médicaments. Oui. Moi, c'est des conversations que j'avais par exemple avec mon père et il n'y avait pas moyen de discuter. Mais quand il a beaucoup d'inflammation, d'arthrose, et c'est bah oui, mais j'ai des médicaments. Oui, mais bon, après on peut pas Alors, discuter toujours. moi, Mais je suis très critique sur les médecins et je tape dire à coups de masse parfois parce que pour moi, c'est une hérésie sur certains points. Et de l'autre côté, je viens aussi les défendre parce que un médecin qui aujourd'hui face à un patient qui arrive avec une tension à 15,9 ou 15,10 ou 16,10, le patient va lui dire docteur, il me faut un médicament contre ça. Et si le médecin commence à proposer une intervention nutritionnelle en disant attention, vous devriez limiter vos glucides, faire ci, faire ça, il y a un bon 70-80% des patients qui vont dire mais docteur, je suis pas venu pour une consultation nutritionnelle, je veux ma pilule. c'est ça, c'est Donc, ça, du coup, le système s'auto-entretient. On a des patients qui ne sont pas éduqués, qui viennent pour des pilules miracles, c'est ça. et de l'autre côté, des médecins Des- qui sont formés pour délivrer ces pilules miracles. Hein. voilà. Et des Et médecins qui veulent aussi rien entendre parfois et qui préfèrent aussi, tout à donner une fait. pilule plutôt que de dire à des patients changez un petit peu déjà votre alimentation. Bah, On est déjà, c'est le serpent qui mord la queue. Hein. les médecins sont totalement ignorants, et je les insulte pas en disant ça. Ils sont ignorants sur le régime cétogène. Ils n'ont pas été formés. Ils ont des croyances. Alors, bien sûr, souvent, ils vont dire ah non, 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 c'est pas bon pour ci, pour ça. Non, non, mais ils savent rien. Concrètement, si je les questionne, ils vont pas savoir me répondre. Ou me citer une étude. Ils savent rien. Ils ont des croyances. Donc, ça, c'est 9 sur 10. Et les patients, c'est le même cas aussi. Donc, du coup, C'est mettre ça. un patient éduqué avec un médecin éduqué en face, c'est un peu un coup de bol. Ouais. Oui, J'essaie de les interviewer. Si vous êtes professionnel de santé, que vous vous êtes initié au régime cétogène et que vous voulez parler, contactez-moi, on va vous interviewer. Hein. Je suis très ouvert là-dessus. Et je veux vraiment mettre en avant ces gens-là parce qu'ils prennent des risques, ils sont courageux, ils ont travaillé dans leur coin. Aujourd'hui, un médecin informé sur le régime cétogène, c'est un autodidacte. Il faut être clair. Ça veut dire qu'il a fait la démarche lui-même de se former. Ce n'est pas dans son parcours de formation. Et du coup, moi, je les mets en avant et je les défends. S'ils avaient le moindre problème, je serais le premier à faire une pétition pour les aider, contacter les 30 000 personnes qui sont inscrites à notre newsletter. Bougez-vous pour celui-là parce qu'il faut le défendre. Mais c'est des cas isolés aujourd'hui. isolé, oui, je me doute. Je me doute. Mais voilà, c'est possible d'inverser les choses sans médicaments. Et puis moi, j'ai bon espoir que ça m'aide pour ma longévité, voilà, pour m'éviter certaines maladies. Parce que, bah, voilà, arrivé à la cinquantaine, on se dit il y a des choses qui peuvent nous tomber dessus. Si on peut en éviter un maximum, surtout quand c'est facile et qu'on se fait plaisir. Je ne suis pas un régime contraignant macrobiotique à manger des graines. Voilà, je me fais plaisir tous les jours. Et ça, c'est presque le plus important dans ma vie maintenant, c'est de savoir qu'il y a Très ce bonne. plaisir tous les jours. Parce que le plaisir de la table, le plaisir des papilles, c'est important.
Et le gras, ça fait du bien. Du C'est partage aussi, parce que tu vois plein de gens qui sont dans des régimes insoutenables, et ils peuvent pas inviter des gens, etc. Là, aujourd'hui, quelqu'un qui veut inviter, faire un grand banquet de 25 personnes pour Noël ou pour je sais pas quelle occasion, avec tous les meilleurs plats qu'on puisse avoir en régime cétogène, que ça soit une dinde farcie, les côtes de bœuf, les saucisses, les fromages, les charcuteries, et tout ce qu'on veut, ça va pas être triste, hein, avec une bonne pâtisserie cétogène à la fin. Et si c'est bien fait, ça fait parfaitement illusion. Les gens ne savent absolument pas qu'ils ont mangé. Ah non, mais moi je reçois toujours cétogène. Quand j'ai mes invités Alors, je peux leur faire un dessert parfois non cétogène, mais nous on s'en passe, on se fait un dessert cétogène, mais je ne fais que des plats cétogènes et ça passe toujours, toujours. Et Ouais. mes amis me font souvent des plats cétogènes aussi d'ailleurs, même ceux qui ne sont pas Voilà, j'ai des gens ouverts J'ai et vu dans qu'est-ce le que Nord un filet mignon sauce maroilles, moi je dis pas non, hein. exactement, mais même, voilà, on fait des raclettes, mais même planche charcuterie, planche fromage. Nous, on simplifie souvent apéro, planche charcuterie, planche fromage et tout le monde y trouve son compte. Donc Tout à fait. c'est simple. C'est surtout ça, Ouais. je voulais dire, c'est simple. Bah, écoute, ton témoignage est vraiment très riche. Tu vois, tu doutais toi-même Ouais, en disant, je sais pas ce que j'ai à partager de nouveau, etc. Alors pour moi, c'était vraiment tout ce que tu as dit est essentiel, et c'est ce message de simplicité. On peut tenir le régime cétogène de façon simple, durablement. Toi, ça va bientôt faire 7 ans. C'est devenu ton mode de vie comme moi. pas compris. Tu ne poses plus de questions. Donc, c'est ça le point le plus important. C'est pas contraignant et il n'y a pas de frustration. Jamais. Jamais. Et on trouve toujours le moyen de se nourrir, même en voyage, même sur la route. C'est vraiment. Et puis on peut se passer de nourriture aussi, surtout. Aussi. Parce que justement, les signaux de faim sont plus comme avant, impérieux. On n'a plus d'hypoglycémie. Et parfois, on me dit comment tu fais, par exemple, pour du sport. Bah, pas de sucre, pas d'hypoglycémie. Je veux dire, il y a quelques années. Ça nous est arrivé plein de fois moi, aux États-Unis, je voyage en voiture, je prends pas l'avion. Et quand tu fais d'un côté à un autre, c'est 5 jours de route. Pour aller en Floride, il nous faut 3 jours. Et du coup, c'est des fois, la ville où on doit s'arrêter, ça tombe mal, etc. On a pris un petit déjeuner. Bah, on mange pas le midi, on fait la Bah, c'est route. Moi, ça. je fais 1 200 km par jour sans m'arrêter, juste pour faire le plein d'essence. Et du coup, on saute le repas et on arrive le soir, on mange normalement, on n'est pas affamé, on n'a pas de baisse d'énergie, on n'est pas énervé, etc. Donc, c'est vrai qu'on peut sauter un repas très facilement sans la Ah oui. moindre Ah oui, difficulté. on a un autre carburant, clairement. Moi, je l'avais vu quand on avait fait il y a quelques années, je vous avais contacté, j'avais fait les 100 km de Steinwerk en Mhm. marchant. Mhm. Et je pensais pas du tout en être capable d'ailleurs. On avait un peu pris l'épreuve, la fleur au fusil. J'étais partie, je me dis si j'ai mal, j'arrête. Si il pleut, j'arrête, parce que c'est une épreuve qui a lieu la nuit et qui commence à 19h. Et en fait, j'ai fait les 100 km en marchant. Et pas. Alors, je me suis alimentée, hein, mais forcément pas au ravitaillement. Mais j'avais des noix, j'avais du fromage. Et au bout d'un moment, terminé, plus envie de manger. Du tout. Et j'ai fait une bonne partie de. Parce que j'ai marché 21 heures, quand même. Et une bonne partie sans manger. Parce qu'au bout d'un moment, non, de l'eau. De l'eau, de l'eau, de Affranchissement de la l'eau. nourriture, affranchissement de son Complet. frigo. Ouais. Et très bonne récupération Mm. aussi. Et ça, mon mari pourra en témoigner aussi, parce que je Mhm. sais qu'il va faire avec toi. Il fait beaucoup de sport, des 100 km, des marathons. Jamais de soucis. Ça a été un vrai changement pour lui. Un vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est passé au cétogène au départ, parce qu'il m'a regardé faire, et après il a dit oh, bah, j'y vais, je saute. Et pour lui, pour le sport, ça Ah, change bah, dans tout. le sport, c'est pareil, on a les mêmes croyances. Des gens, en fait, à qui on a mis dans la tête qu'on ne pouvait pas performer sans glucides. Alors, c'est stupide. Pourquoi c'est stupide? Parce que déjà, la science nous informe. Et puis, en plus, c'est stupide parce qu'on a des grands champions, des champions du monde. Moi, j'ai travaillé avec 18 champions du monde. On a des gens comme Zach Bitter, qui est le parrain de notre site, qui détient des records sur de la course à pied longue distance. On a eu des gens qui ont des titres et des records en keto. Donc, venir dire que c'est pas possible, c'est stupide. Il faut juste pas être au courant de ça, mais c'est stupide. Donc, le régime cétogène, c'est pour tout le monde, à tous les âges, très facilement, sans frustration. Moi, pour moi, c'est vraiment la clé du succès. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui t'écoutent? Parce que ça fait 1h38 qu'on parle. J'espère que vraiment le message de simplicité est passé. Et Voilà. je te remercie sincèrement pour ce message parce qu'il est pour moi primordial. Ben, Le merci mot de la beaucoup, fin est pour Eric. toi. Eh bien, écoutez, à tous ceux qui hésitent, à tous ceux qui ont envie de sauter le pas, faites-le, préparez-vous, prenez du sel et lancez-vous et vous verrez, ce sera tellement facile, tellement satisfaisant
et pour un tel bonheur au bout du chemin et une pleine santé. Merci beaucoup, Bérénice, pour ce précieux Merci à toi. témoignage. Et je te dis à très bientôt pour tes 10 ans, par exemple. Hein. Oh, ben volontiers. À À bientôt. bientôt. Au revoir.